Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Hors-jeu. Bienvenue en ce lundi 11 octobre. On est ravis d'être avec vous, avec toute la team. Évidemment, semaine internationale, mais il y a toujours des choses à dire. Vous le savez, on a prévu un gentil petit conducteur aujourd'hui. Je pense que vous allez bien kiffer. Vous avez juste à vous poser, à vous laisser porter, tout simplement. Ça va être comme ça aujourd'hui. On va bien s'amuser avec, bien sûr, aujourd'hui, Bruce Granek, le plus milanais des Français. Comment il va, Bruce ? Écoutez, ça va et vous? Bah écoute, on va bien. Hein. T'as passé un bon week-end? Depuis quelques jours, il y a un peu plus de Milanais là. Oui, c'est vrai, il y en a Théo de plus en plus là. Ça en parlait moins, à part ceux qui suivent vraiment. Ah yes, c'est en une c'est semaine, le c'est Messi, devenu le meilleur c'est le Messi. latéral gauche de l'histoire. Des gens Ça va vite. Hein. on rejoint le train. Ouais, C'est ça. Exactement. Devant- Je suis bien content pour ça. Devant Bichente Lizarazu, visiblement. Hein. En tout cas, on note. Kanto qui est là, Kanto qui commande des compétitions, des matchs, des fives devant plus de 130 000 spectateurs. Comment ça va, Kanto? C'est pour ça que j'hésitais à venir ce soir parce que je me suis dit, bon, maintenant les streams à moins de 5000, ça m'intéresse moyen. Quel gamin. On a vraiment le deuil. Il a Ouais, il va il a très, pris très la mal. grosse tête. Tu peux partager ton cachet si tu veux. Attends, 0 divisé par 2, ça fait combien? Non, c'est très très grave, Kanto, mais c'est pas grave. De toute façon, on note, c'est pour ça qu'on l'aime. Lui, il Et bien prend vite sûr, la grosse tête celui-là. à Kanto, ça peut aller extrêmement vite. Mais heureusement, ils ont fait les travaux la dernière fois pour agrandir la porte parce que je passais plus. Bah attends, n'en fais pas trop quand même. Hein. Et puis bien sûr, Zach Nani est là. Alors je sais pas si vous avez vu passer sur Twitter cette vidéo du mec qui s'embrouille Ah sur l'autoroute. ouais. Vous l'avez tous vu? Mais il y a aussi. Mais c'est Zach, c'est celle qui abusé. bute à chaque fois, c'est le Amazing Skill là où t'as le mec Ouais, qui s'énorme, ouais, c'est la c'est ça. dégaine à Zach, un plume, Bon. tue à chaque mais- fois. Zach, on démystifie, c'est toi ou pas? Bah non, c'est pas Non, moi. c'est pas toi, J'ai ok, pas le d'accord. permis. Mais J'ai jamais, ah ouais, tu le mais vois j'ai que jamais c'est pas conduit lui. ne Je serait-ce sais, que je 500 sais, je mètres rigole. d'une Lui, il est voiture. gentil, Zach, il va pas embrouiller un Non, vieux, mais un à la daron. rigueur, je suis un peu bagarre. Non, ça, je rigole. Mais à la rigueur, vas-y, ça aurait pu être moi parce qu'apparemment, il me ressemble vraiment. Il a Lui, un il y a ressemble un de air, mais tu vois que c'est pas toi, mais il y a un Mais délire. gros, même ma femme, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit mais t'es où? Et je lui ai dit, ce matin j'étais au café en train de prendre mon restaurant, et elle m'a dit mais il y a un gars sur Twitter qui est venu me voir et qui m'a dit que tu t'es embrouillé sur l'autoroute et tout. Moi j'étais Ah non, c'est mort. pas moi. Donc, Non mais ouais, évidemment c'est pas Zach. Hein. C'est vrai qu'il ferait pas de mal à une mouche, notre ami Zach. ouais, même si le crâne est rasé. Non, la C'est bien. ressemblance, elle est là. Bon, en tout cas, les amis, on vous rappelle bien sûr tous les codes de bienvenue sur le site PMU.fr, qui est bien sûr notre partenaire sur cette émission. 100 € d'offert, 100 € de remboursé si jamais vous perdez votre premier pari. Et aujourd'hui, on a une super cote boostée. C'est le retour de la fameuse super cote boostée pour terminer cette semaine internationale en beauté. Et c'est un match qui va concerner l'Allemagne et la Macédoine du Nord. Voilà, la super cote boostée apparaîtra à l'écran. Un match qui va se jouer aujourd'hui, c'est pour la Coupe du Monde 2022, hein, pour les qualifs. Donc voilà, si jamais vous sentez que vous avez un petit coup à jouer. L'Allemagne qui gagne 2-1, 3-1 ou 4-1, cote qui passe de 3,35 à 4,10, ça se tente. Et bien sûr, c'est limité à 25 € par pari. On commence direct l'émission, les amis. Hein, pas de transition, on perd pas de temps. Et on va décerner nos Awards aujourd'hui parce que voilà, on voulait le faire déjà Il fallait bien se taper la aujourd'hui. semaine d'avant. Ah bon, pourquoi ? Pas les awards. Les awards, ah oui, exactement. Fallait mettre le nœud pape aujourd'hui, justement. Bon, tranquille, hein, on fait ça juste pour un petit peu discuter et voir ce qui nous a touché dans ce début de saison. On va le faire pour la Ligue 1, mais on le fera un petit peu plus tard dans l'émission pour l'Europe aussi, hein, en prenant en compte bien sûr Ligue des Champions et tous les championnats. On se concentre d'abord sur la Ligue 1. On peut afficher déjà le classement de cette Ligue 1 qui va revenir du coup vendredi prochain, si je dis pas de bêtises. Classement de la Ligue 1. Et bien sûr, Je crois que c'est Paris-Angers vendredi, non? Paris-Angers, Angers-Paris, non? C'est pas il y a ça? moyen. Un match Il y a au moyen. tableau. Je crois que le premier match de Ligue 1 de la semaine, ouais, je crois que c'est Le Angers-Paris. premier contre le troisième. Je ou crois, quatrième, ouais. le Quatrième, quatrième, moi, je quatrième, Bah, c'est dit, ça troisième. risque d'être un match intéressant. Alors, on a séparé ça en 3 blocs. On a l'élection du meilleur joueur, le coup de cœur et le flop, bien sûr, de Ligue 1. Voilà, vous avez les matchs à venir pour cette 10e journée, Paris-Angers, Clermont-Losc. Les amis, qui veut... alors, comment on a fait ça, Jean? Est-ce que c'est dans un ordre bien précis ou alors est-ce qu'on peut y aller de manière aléatoire? Un par un? Ok, ça Ah, commence tu veux par... commencer comme ça, brut de Bah, décoffrage? justement, là. je demande à Jean là, qui me dit, parce que je sais pas trop comment ils ont organisé le truc. On sent que Braque, il a bossé l'émission aujourd'hui. Ouais, Ah bah, ouais, il est chaud. elle est bossée, elle est prête. Non, mais je Alors, tu rigole, lis pas le je runner, rigole. Braque? Ah si, je le lis. Hein. Pardon Moi, je Jean, lis je pas. t'entends pas très bien Jean, hein, si toi tu m'entends. On y va comment?
Affichez, hein, les amis, on s'en fout, hein, de toute façon. Nous, on est prêts à y aller. Qu'il est en mode Mais non, mais parce qu'en fait, voilà, moi je me fie à ce qui s'affiche à l'écran. Ah bah c'est donc toi, voilà. Braque, allez. Donc je commence. Bon, j'aurais aimé que ça commence par un autre. En top joueur, j'ai mis Dimitri Payet. Voilà, parce que franchement, son début de saison est quand même phénoménal. C'est même pas pour essayer de prouver que je suis pas anti-homme ou quoi, mais c'est que voilà, très honnêtement, le niveau qu'il a Le retrouvé. simple fait que tu le précises, c'est ambigu. Oui, mais c'est très honnêtement, Payet en ce début de saison, c'est très fort, malgré en plus la mauvaise passe que traverse l'OM en ce moment. Enfin, en tout cas avant la trêve. Surtout, il est absent sur les 2-3 matchs. Il est absent, mais ça ne remet pas vraiment en cause ce qu'il a pu faire dans ce début de saison pour l'OM. Je pense qu'il est l'un des grands artisans. Il y a un Marseille avec ce bon début. Lui, hein. Exactement. C'est même peut-être la preuve que justement il a été au-dessus des autres et qu'il a surperformé. Donc voilà, moi mon top joueur c'est Dimitri Payet. Je suis d'accord. Contre Lens notamment, on le voit parce que contre Lens, quand l'OM était à la difficulté, et même si au final ils perdent 3-2, le seul qui crée les 2 buts sortis de sa besace, c'est lui. Et il a l'air de repartir sur les bases d'une saison très costaud après une saison dernière où il était encore un peu irrégulier. Moi, franchement, j'aime bien parce que c'est un joueur qui, quand il va envoyer une grosse saison, ça va être une saison que très peu de joueurs de Ligue 1 sont capables de sortir. Par exemple, en 2017-2018, quand l'OM finit 4e avec 78 points, je crois, et qu'il les amène en finale d'Europa League, il fait une saison colossale. Le début de saison d'après, c'est pas mal. Après, c'est un petit peu en demi-teinte. 2019-2020, même si elle va pas jusqu'au bout, il est un des grands artisans de pourquoi l'OM fait 2e à la 28e. Enfin, il était vraiment dans une forme absolument énorme. Et hors PSG, c'est un des joueurs en Ligue 1 qui a un niveau absolument incroyable, même s'il y a des moments. Quand il est en forme. Ouais, quand il est en forme. Et là, il a les régularités qu'on connaît, c'est vrai. C'est un des joueurs les plus talentueux. Mais à son haut niveau, c'est du très très haut niveau. Moi, je l'aime beaucoup. Payet, très clairement, il a un niveau pour moi international quand il est en forme, quand il est physiquement super fit et qu'il est en confiance. C'est un des meilleurs joueurs, clairement, qu'on ait en France. Ça, c'est sûr. Je t'entends bien, Jean. J'enchaîne du coup avec mon coup de cœur. Mon coup de cœur, moi, je l'aurais bien presque mis en top en vrai, parce que franchement, avec le début de saison qu'il fait, et encore une fois, je répète que je pense qu'il peut être un petit peu l'homme fort de ce projet lyonnais. C'est Paqueta, voilà, très très fort à la récup, très très fort offensivement. Il apporte, il propose des solutions, il est créatif, il fait tout en fait dans cette équipe-là. Il est capable de tout faire et de le faire très très bien. Donc quand tu as un joueur à ce niveau-là, tu te dis oui, c'est clairement l'avenir de ce club. Si jamais un autre club ne vient pas le shipper, ce qui sera très difficile. Mais en tout cas pour ce début de saison, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Et en flop, j'ai mis un club, j'ai mis Bordeaux, voilà, parce que Bordeaux, c'est quand même une déception qui dure depuis des années maintenant. Changement de coach, évidemment, il y a eu des mouvements, des joueurs qui sont partis, des joueurs qui sont arrivés, de Préville. Enfin, voilà, il y a eu du mouvement, mais cette équipe-là, tu as vraiment la sensation qu'elle stagne, qu'elle bouge pas. Anti-bordelais, Braque. Je suis pas anti-bordelais, mais en fait, tu sais pas qui t'aime, hein, putain. Mais arrête. Tu sens que cette quand équipe, je vois que tu mets Bordeaux, je me dis que t'es anti-bordelais. Hein. Non, mais non. Tu sens que cette équipe, elle remue et qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Donc voilà. Bon, j'ai beaucoup monopolisé la parole. Qui veut y aller maintenant? Vas-y, je vous laisse y aller. Tu veux y aller, Kanto? Allez, on y va. Alors, moi, de mon côté, dans les tops, j'ai mis Paqueta, parce que pour moi, à l'heure actuelle, c'est le joueur qui surnage et qui survole complètement la Ligue 1. On a vu que Lyon est à l'heure actuelle milieu de tableau. Lyon ne fait pas la meilleure saison. On est un peu en deçà, mais on n'est pas assez loin. Non, mais je suis d'accord avec toi. Après, comme on en a parlé la semaine dernière, il y a eu beaucoup de points qui sont partis par-ci, par-là, par manque de réussite, etc. Lyon devrait être un petit peu plus haut. Avec les matchs internationaux, c'est galère, parce qu'il va encore... il sera pas... Guimarães aussi. Non, Guimarães, ça va, il n'a pas été sélectionné. Heureusement, parce que c'est vrai que c'est chiant, ça. Complètement. Mais voilà, Paqueta, on sait que dans son apport offensif, dans le jeu de Lyon, dans les ballons qu'il arrive à gratter, grosso modo, dans tout ce qu'il fait, pour moi, c'est le joueur qui est en train de se mettre en lumière sur ce championnat. Dans les coups de cœur... Alors, je voulais mettre. Oui, t'as raison. Je voulais mettre. Alors, je vais pas vous mentir, je voulais mettre à la base le Racing Club de Lens. Derrière, je me suis dit que tout le monde allait mettre le Racing Club de Lens, et j'ai peur que personne ne l'ait mis. Alors, Zach, voilà, j'espère que quelqu'un l'a mis, parce que sinon, moi, je savais que Zach allait le mettre. Du coup, j'ai pas mis Lens. Moi, je me suis. Comment il se renvoie la balle? Bruce me connaît. Oui, parce qu'il m'aime bien. Et le beau jeu, je me doutais que Kanto allait le mettre. Du coup, voilà. Donc voilà, j'ai mis le beau jeu. Pourquoi? Parce que quand on regarde le classement, on se rend compte que
que Lens, avec ses moyens, arrive à jouer un football assez offensif avec une équipe très organisée. Qu'Angers, dans le haut de tableau, que même des équipes comme Clermont, qui 15e à l'heure actuelle, je crois, essayent de jouer au football. Troyes, qui la première équipe non relégable, essaye aussi de jouer au foot. Donc voilà, moi je me régale, je le répète semaine après semaine. Tous les matchs de Ligue 1 qu'on voit à l'heure actuelle, on voit de belles rencontres. Ouais, moi, il y a du spectacle en ce début de championnat. Il y a du spectacle. On se fait pas chier avec la Ligue 1 cette année. On se fait pas chier. On est plus dans cette ère où on est en train de bétonner sans arrêt. Et voilà. Donc moi, le beau jeu en Ligue 1, je voulais le récompenser. Et enfin, dans les flops, c'était dur de faire un choix. J'ai mis Bordeaux, Saint-Etienne. Pour moi, c'était très difficile de les dissocier. Pourquoi ? Parce que les deux font une saison exécrable, que le jeu est exécrable. Il y a Brest aussi. Il y a Brest, mais je pense que historiquement parlant, sur les 10 dernières années, Saint-Etienne et Bordeaux, ça nous parle un petit peu plus. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, j'ai grandi, j'ai appris le football avec les Gourcuff, Chalmé, Gouffran, etc. Marouane Chamakh, une équipe de Bordeaux qui allait jusqu'en quart de Ligue des Champions. Une équipe stéphanoise qui avait fait très peur aux grands lions de l'époque, je m'en rappelle. Vous aviez eu chaud contre en quart. Grosse parade de Lloris, etc., qui nous permet de passer. Mais voilà, on a tous grandi avec ce club de Bordeaux qui était un des meilleurs de France et même un club capable de réussir sur la scène européenne. Et Saint-Etienne, c'est un peu pour cette portée historique du club. Saint-Etienne, c'est Geoffroy Guichard, c'est, je sais pas, aujourd'hui, on écoute tous l'after, c'est des Jean-Michel Larquet, Langevert, enfin, c'est tous des trucs comme ça qui font que. Une histoire de ouf. Voilà, c'est une histoire dingue. Et moi, quand je vois Saint-Etienne jouer au foot comme ça me fait mal au cœur. Et quand je vois les joueurs qui composent cette équipe de Saint-Etienne, ça me fait mal au cœur parce que c'est une équipe de mercenaires à l'heure actuelle. Ok. Bon, bah, voilà. Après, on me traite d'anti-bordelais ou je sais pas quoi, mais alors faut l'écouter. Je suis pas du tout anti-Saint-Etienne, c'est juste que voilà, ça me chagrine de voir un club avec une identité pareille et avoir des difficultés pareilles dans le jeu. Et au sein même de son effectif, ça me chagrine. Non mais ok, très bien. Bah, c'est noté. Qui va y aller entre Zach et Bruce ? Est-ce qu'on joue ça au Shifumi ou qui va ? Okay, vas-y. Alors du coup, pour commencer mon top, j'ai mis pareil que Kanto. J'ai mis Paqueta avec un point, une pointe de lyonnaiserie, mais sinon j'aurais pu citer d'autres joueurs. Par exemple, un autre que j'attendais pas à ce niveau, en tout cas sur ce début de saison. Si j'avais voulu citer par exemple un Parisien, j'aurais dit Ander Herrera. Il y a Payet également auquel j'avais pensé. Il y en avait un ou deux autres, mais sinon Paqueta qui a un niveau absolument énorme. Payet, pour moi, il est dans cette discussion, même si c'est dommage parce que je crois qu'il fait que 5 matchs sur 9. Et sinon, Ander Herrera fait aussi un très très gros début de saison. Donc franchement, il aurait été totalement mérité d'être cité également à mon sens. Paqueta, je pense que tu as décrit la plupart des choses. Franchement, c'est une saison où il confirme les bonnes choses qu'on a pu voir par période, notamment l'année dernière de novembre à janvier où Lyon était quand même très très bon. Donc franchement, rien à dire, c'est un des meilleurs joueurs du championnat à l'heure actuelle. Moi, je suis très content de l'avoir à Lyon, surtout qu'il se bat et tout ça, c'est propre. Ensuite, au niveau des coups de cœur, Bruce m'a pré-shot. On met l'immense RC Lens porté par le glorieux Seko Fofana. J'aime beaucoup cette équipe. J'aime beaucoup cet entraîneur, j'aime beaucoup l'atmosphère qu'il dégage, j'aime beaucoup ce qu'il tente dans le jeu. J'aime énormément, vraiment, franchement, il n'y a rien à dire. Moi, le RC Lens, ça m'inspire que de l'amour. C'est le football que j'aime beaucoup. C'est populaire, c'est de la ferveur, c'est des ambitions. Ça vient de revenir de Ligue 2 l'année dernière, ça va déjà se qualifier, enfin, jouer la qualif en Europe et tout. Enfin, franchement, le RC Lens, rien à redire. J'aime beaucoup de la manière dont ils jouent et j'espère qu'ils iront loin, qu'ils se maintiendront et que la plupart des clubs qui monteront se diront, bah tiens, on peut monter de Ligue 2 et être intelligent et jouer correctement comme le RC Lens et pas se contenter d'essayer d'avoir nos 42 points pour essayer de venir se maintenir. Il y a une proposition, quoi, c'est ce que tu veux dire. Du cul. Ouais, bien sûr. Donc franchement, le RC Lens, j'aime vraiment beaucoup. Dédicace à vous les Lensois, je vous aime bien. Et en flop, j'ai hésité avec Wijnaldum qui fait un début de saison bim bam boum, je préfère même pas en reparler, mais si je devais arrêter en dehors d'un joueur, l'arbitrage qui chaque week-end nous donne des nouvelles choses sur lesquelles discuter. Ah oui, vous savez, bon, je pense que Lyon a subi quelques trucs, mais en dehors même de Lyon, il y a par exemple le Clermont-Monaco avec une action qui va être litigieuse contre Clermont, Lens-Strasbourg avec le renvoi justement contre Lens avec le joueur qui se fait exclure. Chaque semaine, tu as l'impression il y a Paris qui a eu un ou deux matchs aussi contre Lyon. Paris même sur leur premier match, il me semble qu'il y a leur but qui n'est pas trop valable. Un peu bizarre. Mais bon bref, là où je veux en venir, c'est que chaque week-end, tu as un truc, chaque week-end, tu as des décisions qui ne sont pas vraiment uniformisées. C'est-à-dire que tu as des matchs où le dernier défenseur va se faire exclure, mais pas le dernier défenseur, mais un gars qui arrête une action
de but qui va se faire exclure. La semaine d'après, il se le fait pas. T'as la VAR qui a fait appel ou pas, mais c'est très opaque, tu vois. T'as pas d'uniformisation des décisions. T'as des arbitres qui sont très nerveux et qui à des moments se la jouent cow-boy, et ça j'aime pas du tout. C'est-à-dire que ils vont à des moments, tu sens qu'il y a une partie de leur ego qui va rentrer en compte, en ligne de compte, et qui du coup pense que c'est en distribuant des fois à des moments des cartons émotionnellement en fait. À des moments en fait, je pense vraiment qu'il y a certains matchs où les arbitres participent à l'électrisation au fait que ceux-ci rentrent dans une mauvaise ambiance en étant eux-mêmes nerveux, en mettant jaune tout le temps, en voulant pas parler, en étant très tu vois, comme ça, en ayant zéro psychologie, zéro compréhension. Après, on est d'accord que dans le foot, c'est un sport où il y a beaucoup de joueurs qui viennent des fois discuter, rendre bien sûr. Et ça, je dis pas le contraire. C'est vrai que c'est chiant pour des arbitres à des moments d'avoir 4 joueurs qui viennent hurler dessus. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais eux-mêmes, je pense qu'ils ont une grosse remise en question à faire, parce que l'arbitrage, en tout cas cette saison, je le trouve clownesque. Il y en a trop qui font des cow-boys et il y en a beaucoup qui dégradent les matchs et comment ces derniers se passent en sifflant tout à tort et à travers, en mettant beaucoup de jaunes pour rien et en étant très opaque dans comment ils fonctionnent. Non mais je pense aussi, et après Bruce, on va écouter tes top et flop, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a aussi un manque de confiance en eux-mêmes, les arbitres français, à part... Moi, honnêtement, Turpin, je vais pas lui jeter la pierre, parce que je trouve qu'il est quand même assez compétent, mais je trouve qu'en France, les arbitres, ils savent pas se faire respecter. Tu regardes des arbitres internationaux comme Anthony Taylor, tu regardes des Matteo Laos, tu regardes je sais plus comment il s'appelle, l'autre, l'allemand là. Kuipers, là, je sais pas quoi. Björn Kuipers, tu vois ces mecs-là, il y a personne qui discute en fait. Quand il y a une décision, c'est décidé. Et là, tu as l'impression qu'en fait, les mecs, ils acceptent que les mecs puissent venir tu vois, entre guillemets, les agresser pour essayer de leur faire changer leur décision. Donc en fait, pour moi, les arbitres, je trouve qu'il va falloir faire un travail sur ça, il va falloir qu'ils gagnent en confiance, il va falloir qu'ils gagnent en autorité, parce que si t'as pas ça, mais c'est la jungle, en fait, les mecs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc c'est vrai que... Félix Brich, merci beaucoup. En France, un peu chelou, je te rejoins. Surtout que là, tu as un point de comparaison, c'est quand tu regardes des championnats étrangers, il y a certains championnats étrangers où sur certains matchs, tu sens que la psychologie et la façon dont c'est mis en place est différent, et tu trouves pas exactement les mêmes choses, même si je suis pas adepte de l'herbe est toujours plus verte ailleurs, tu vois. Je dis pas que c'est parfait à l'étranger, il y a aussi des mais évidemment. Mais je trouve qu'ici c'est dommage. Ok, Bruce Granek, le meilleur pour la fin. Tes top, flop, écoute. C'est marrant ce qu'il a dit, écoute, voilà. Vu que tu finis, vu que tu conclus. On peut le dire. Sans grande surprise, un peu comme tout le monde, Paqueta. Voilà, qui est au four et au moulin, décisif, etc. Bon, vous avez tout dit, de toute façon, milieu ultra complet, que j'ai connu un peu à l'AC Milan, et c'est vrai que là, ce qu'il fait à Lyon, c'est assez fort, donc voilà, je vais pas en rajouter. Coup de cœur, l'incroyable Blas, qui est vraiment pour moi un joueur d'une qualité supérieure et qui peut aller plus haut. Voilà, j'espère qu'il va rester longtemps à Nantes, mais je vais pas mentir, j'y crois moyen, parce qu'à mon avis, il y a déjà des clubs qui sont sur lui et il y en aura de plus en plus. C'est vraiment un joueur qui est capable de faire beaucoup de choses, qui peut être à la dernière passe, qui peut être à la finition, on le voit, il peut marquer des buts, et voilà, qui techniquement, etc., c'est très dur de prendre le ballon, il sait faire beaucoup de choses, j'adore ce joueur. Donc voilà, puis en même temps, c'est aussi mon club de cœur. Mais honnêtement, en étant objectif, c'est un joueur qui mérite de jouer. Non, mais il est très fort. En vrai, il est très bon joueur. Et puis en flop... je devine ton flop, Neymar. Il y a des chances, en vrai. Si c'est pas Neymar, j'ai le droit de te mettre une patate. Une patate, rien que ça. Agression caractérisée. Tu me dis que t'as l'air sûr de toi. Je suis sûr de moi. T'es sûr, je te mets une patate là, devant tout le monde. Viens, réfléchis. Dans l'épaule, dans l'épaule, c'est bon. Eh bien, mon flop, c'est la SSE. T'as encore raté une occasion de te taire. Il m'a agressé, il était il était sûr. Ah putain, chaud. Du coup, la SSE, vous avez un peu tout dit, ça aurait pu être aussi Bordeaux, mais c'est vrai que la SSE, si je dis pas de conneries, ils n'ont pas gagné un match encore. Voilà, c'est un club historique, un des plus grands clubs français. Et c'est vrai que c'est un peu la même trajectoire que Bordeaux depuis quelques temps. Tu les sens pas loin de la relégation. C'est vrai que tu sens qu'il manque pas grand-chose et peut-être cette année, on va peut-être avoir un club historique qui risque de descendre. Donc voilà, quand on sait Saint-Etienne, tout ce que ça représente, ça commence à faire très très peur.
Franchement, ça va faire dans le manque d'objectivité à 2 balles parce qu'ils font un bon match contre Lyon, tu vois, sur le dernier. Après, mais c'est pas mauvais. Bien sûr, parce que tu sais, s'ils se sont mis au niveau d'un derby, ça, il n'y a rien à dire. Mais sur les 8 premiers matchs, sur ce que j'ai vu, et après, le football n'est pas une science exacte, ça peut tout à fait bien revenir, on sait jamais. Mais à l'heure actuelle, c'est vraiment là, avec Brest, la plus mauvaise équipe que j'ai vue. Franchement. C'est des gamins, défonce-le, Bruce la patate, les gars. Non, mais franchement, Saint-Etienne, c'est vraiment une équipe, va falloir qu'elle trouve des ressources vraiment insoupçonnées pour réussir à se maintenir parce que je vois pas, limite, avec Brest, meilleur candidat pour descendre. Ouais, non, mais ils sont. En plus, Brest, ils ont récupéré Der Zakarian. Enfin, c'est plus le jeu. C'est plus le jeu qu'ils avaient en tout cas les saisons dernières. Moi personnellement, c'était un peu mon coup de cœur Brest. Et là, c'est vrai que tu les reconnais pas. Je suis assez d'accord avec toi. Bon, on va faire les tops et flops de Zal avant d'enchaîner dans l'émission. Alors, qu'est-ce qui nous a mis bon, Paqueta, très très logique. Hein. Je pense qu'il a été dans les tops et flops de tout le monde. Il y a que toi qui l'a pas mis, non? Moi, je l'ai mis en coup de cœur. C'est qui a mis Payet? Ah, en coup de cœur. Oui, je l'ai mis. Moi, j'ai mis Payet et Paqueta en coup de cœur. Paqueta, coup de cœur, il va mettre Malo Gusto. Zal, à chaque fois qu'il y a des récompenses, c'est que pour des Lyonnais. Malo Gusto. Non, il va forcément y avoir un Parisien. C'est ça, ouais, Denayer. Je vois bien. Denayer en révélation de Ligue 1 en 2019, je me rappellerai toute ma vie. Ça, c'est incroyable. Je me rappellerai toute ma vie qu'en fin 2019, il a mis Denayer. Il est brillantissime. Il est allé loin. Le coup de cœur de Zal, c'est le RC Lens. Bah voilà. Bon, bah, avec ça mérité, Lens. C'est vrai que c'est beau. Franchement, il le mérite à fond. Et le flop de Zal, je pense. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Il y a quand même un Parisien. Assez prévisible. C'est vrai qu'on a beaucoup cité Saint-Etienne, mais Brest aussi, ils ont toujours pas gagné. Hein. Non, mais Brest sont un peu. Brest, je pense qu'on a. Après, c'est pour l'histoire. C'est pas Saint-Etienne, ça marque plus. Moi, perso, ça me fait cette sensation. Exactement. Ok, eh bien, très bien les amis, on avance. Quentin, tu nous as filé, tu nous as tendu une petite perche parce que du coup, le prochain sujet de notre émission, c'est le cas Neymar. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur Twitter, sur les réseaux dernièrement. Neymar qui s'est exprimé sur la Coupe du Monde 2022. Selon lui, cette Coupe du Monde pourrait être potentiellement sa dernière. Apparemment, il explique que mentalement, il est fatigué, c'est ce qu'on disait depuis quelques temps. J'ai l'impression qu'il est fatigué. Il explique qu'il se sent pas mentalement prêt ou armé pour justement continuer à porter la sélection brésilienne, la Seleção. Neymar, il faut aussi en parler parce que clairement, son début de saison, il n'est pas du tout au niveau attendu. Il y a un vrai problème avec Neymar, visiblement. Alors, les amis, qui veut commencer? Qu'est-ce qui se passe en fait réellement avec Neymar? Parce que c'est ça la question. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il s'est parmi d'une blessure? Est-ce qu'il n'en a plus rien à faire du foot? Où est-ce qu'on en est avec Neymar? Tiens Bruce, je te laisse commencer. Moi, ça fait un petit moment que je vois un Neymar, et pareil, je crois qu'on en avait parlé ici, ou j'en avais parlé avec toi, Brax. Ouais, on en a parlé tous les deux. J'ai vraiment le sentiment que Neymar est fatigué, ça fait quelques temps que je le ressens, même son attitude sur le terrain. Souvent, on parle de langage corporel, ce que tu veux, que ça peut donner des choses, et j'ai l'impression qu'il s'amuse moins depuis quelques temps. Il tire plus souvent la tronche, etc. Et c'est pas le Neymar qu'on connaît, quoi. Du coup, pour moi, sa déclaration, elle me surprend pas plus que ça, parce que j'ai vraiment une impression de lassitude et que là, il se dit qu'il est passé à côté de quelque chose et qu'il se dirige tout droit vers la fin de sa carrière, même si j'espère qu'il va nous sortir encore quelques belles choses, parce que je l'enterre pas complètement. Voilà, avec le talent qu'il a, j'ai pas envie de l'enterrer. Tout en ayant prolongé jusqu'en 2026. Oui, c'est ça. Et voilà, donc moi, ça me surprend pas plus que ça. Après, il a quoi? Il a 30 ans? Il approche de ses 30 ans. Il a 29, il va avoir 30, je crois. Ouais, donc la Coupe du Monde arrive. Ça voudrait dire ça lui fera combien la Coupe du Monde après le Qatar? 35. Ouais, voilà. Donc il y a des joueurs qui prennent leur retraite aussi internationale avant 34 ans. Donc en vrai, bon, c'est pas comme s'il disait je prends ma retraite internationale. Il y a certains Allemands qui l'avaient fait, genre en mode à 31 ans ou 30 ans. Là, c'est encore autre chose. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il a perdu un peu cet amour du foot, tu vois. Ce truc-là qu'il avait gamin quand il jouait, tu as l'impression de voir un gamin encore. Ouais. Et j'ai l'impression que cette magie-là, il l'a moins ces derniers temps. Après, parfois, il suffit d'un déclic, un électrochoc. Et voilà, il y a Messi autour de lui, il y a Mbappé, etc. Il y a une équipe où je pense, et je persiste là-dessus, où il peut se régaler. Et ça peut peut-être le remotiver à un certain moment, notamment lors des matchs qui compteront un peu plus tard. Donc voilà, je pense qu'on verra quand même un bon Neymar plus tard. Mais c'est vrai que le Neymar de ces derniers temps fait assez flipper, ouais. Je lis quelques commentaires sur le chat. Il y a Mike qui dit alors attendez que je retrouve son message qui dit que
comment dire, les Brésiliens ont du mal à durer dans le temps, déjà. Ça, c'est vrai que, par exemple, on regarde la carrière de Ronaldinho, il s'est arrêté quand même assez tôt. Ça, c'est pas faux. Et comme tous les Robinho, Adriano, Ronaldinho, machin, en fait, c'est divers problèmes. Mais c'est vrai que les Brésiliens, ils ont une hygiène de vie. On le sait, ils aiment un peu faire la fête. Donc, forcément, après, tu arrives à un certain âge, vers les 30 ans, c'est compliqué. Et il y en a même qui, bien plus tôt, vers 25-26 ans, ils sont déjà plus au top de leur carrière. On l'a vu souvent avec les Brésiliens. Donc, voilà, c'est aussi une autre façon de voir les choses. Il y a Dani Alves qui a perduré beaucoup. Ah ouais. Mais après, c'est vrai qu'ils sont pas hyper nombreux à l'avoir fait. Non, mais concrètement, comment tu l'expliques, toi, Zach? Moi, je n'ai pas spécialement d'explication. Je me dis juste quand même que c'est un bonhomme qui a maintenant quasi 13 ans de carrière derrière lui et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à 16 piges qui, derrière, ne vont pas aux 35, 36. J'aimerais bien voir un joueur qui a commencé au haut niveau à 16 balais, combien ont été encore performants à 34 ou à 35. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont commencé justement Mbappé, à partir de la trentaine. Non, mais tu vois, lui, à 16 ans, à Santos, il était déjà dans la D1 brésilienne et tout, déjà au plus haut niveau. On disait que c'était le nouveau Pelé. Tu vois, il me semble en tout cas, 16-17 ans. Donc lui, je sais qu'il a commencé très, très tôt, tu vois. Donc, même Messi, il me semble, parce que je vois que certains Messi, 17-18 ans, c'était déjà fort. À 17-18, à 18 déjà, tu Sinon, tu vois, je crois qu'il y a beaucoup qui ont pu perdurer un petit peu, mais qui en général, quand tu commences à 16 ans très tôt, tu peux être un petit peu vers la fin un peu moins en jambes, tu vois. Clairement. Et lui, après, à côté, c'est vrai qu'il a le côté... Ou ne jamais être en jambes comme Freddy Adou, par exemple. Elle était pas mal, celle-là. Il nous a déterré un joueur de FM 14. Celle-là. Donc, non, moi, personnellement, juste, il a commencé sa carrière très tôt. Après, c'est quelqu'un avec la personnalité qu'on connaît. Moi, je suis d'accord sur toi, sur le langage non corporel, parce qu'au-delà du langage corporel, tout ça, machin, dans l'attitude, il est très irritable. Je trouvais, surtout l'année dernière, à certains moments où il pouvait très vite partir dans une bêtise face à un défenseur et aller essayer de le provoquer un petit peu, mais tu sais, il le cherche. Là, hier, il a été encore critiqué, parce que apparemment, il n'a pas fait un grand match et il s'est embrouillé avec Yerry Mina, etc. encore Neymar. Donc voilà, tu vois. Mais ouais, pour moi, franchement, c'est vrai que ça restera toujours un petit coup d'inachevé. Mais moi, personnellement, j'ai toujours adoré ce joueur. J'ai toujours beaucoup aimé ce qu'il proposait. Et je trouve vraiment qu'il a eu de bons moments au PSG, même certains qui étaient grands. Après, peut-être pas à la hauteur de son talent ou de ce qu'il a coûté, ça, on est d'accord. Mais je me rappelle quand même de ses débuts où il était vraiment, jusqu'à avant sa première blessure, il prenait la balle, tu te disais, il pouvait dribbler tout le monde. Il était monstrueux sur une bonne période de temps. Sa deuxième saison où Paris, s'ils ne sortent pas en poule en 2018-2019 dans la poule de Napoli et de Liverpool et de l'Étoile de Belgrade, c'est en grande partie grâce à lui, tu vois. L'année dernière, où sur des matchs décisifs, notamment par rapport à Manchester United, à Old Trafford, il sort un match absolument XXL pour permettre également à Paris de se qualifier alors que c'était mal embarqué encore. Le match face au Bayern, après voilà, on parle de moments encore, c'est vrai que c'est difficile. C'est pas assez régulier. C'est surtout au début où c'était très régulier. Moi, franchement, je vais être honnête avec vous, les 4-5 premiers mois jusqu'à sa première blessure, quand il arrive, où chaque semaine, c'était un 8, 9, 10 sur 10. Chaque semaine, que ce soit en Ligue 1, les débuts Cavani, Mbappé, Neymar, mais je prenais des tartes de cow-boy dans ma tête, c'était incroyable. Même le Celtic à l'époque, quand ils avaient affronté ce PSG en poule, ils avaient dit c'est une des meilleures équipes qu'on ait jamais affrontées parce que c'était absolument un rouleau compresseur. Et même, je trouve même que contre le Real, on avait été assez dur avec lui au match aller parce que je trouvais qu'il avait fait beaucoup de différence, même si c'était peut-être pas à la hauteur de tout ce qu'il aurait pu faire. Je trouve qu'il avait fait beaucoup de différence. En fait, on lui avait reproché de pas assez donner la balle, d'être un peu trop perso. C'est ce qu'il lui avait été reproché. Il était quand même dans un grand soir. Mais de toute façon, il était dans la plénitude de ses moyens. Maintenant, pour moi, je vais être avec toi, un des seuls truc que j'ai envie de voir et que j'ai un doute à l'heure actuelle, je veux voir s'il va retrouver ce coup de rein. C'est tout. Ce coup de rein qui lui permettait à des moments d'effacer, à des moments d'avancer, de gagner en vitesse, de partir lancer et de réussir à percuter, à créer des choses. Un coup de rein qu'il avait encore il y a moins d'un an. Par exemple, j'ai cité ce match contre United où dans ce match-là, à un moment, il crée une différence quasi tout seul en dribblant bien correctement. Maintenant, bon, ok, il essaye d'être impliqué, de faire un petit peu d'efforts défensifs supplémentaires, c'est bien, mais c'est vrai qu'à la création offensive, s'il a plus ce coup de rein, ce petit allumage au démarrage qui lui permettait de faire partie des très grands, ça risque d'être un peu compliqué pour sa fin. En tout cas, le chat a du mal à y croire au niveau de son coup de rein. Justement, beaucoup le trouvent un peu fini à ce niveau-là. Quoi. Il n'est pas full affûté ou encore ce que tu veux. Le truc, c'est comme on le dit, quand tu as 27 ans, tu peux te permettre des choses. Quand tu approches de 30 ans et que tu n'as pas toujours été sérieux, c'est le jour et la nuit. C'est plus la même. Tu le payes. Moi, je pense que il récupérera jamais son gros coup de rein ou un bon coup de rein, c'est fini. Mais il aura un meilleur coup de rein. Pas d'âge après pas avoir un bon coup de rein.
Oh le beau. Non mais s'il enchaîne les matchs et tout et qu'il n'y a pas trop de pépins, dans 2 mois on verra quand même un Neymar qui sera un peu plus capable d'éliminer. Ça j'ai pas de doute, mais on verra jamais le Neymar d'antan, je pense pas. Moi je sais pas si c'est finito. Moi je pense j'imagine quand même un monde où avec un bon travail physique. Non mais moi je parle du Neymar Barça ou début Paris où tu sentais, tu vois que c'était une anguille. Ça c'est fini pour moi. Tu reverras jamais ce Neymar là pour moi. Kanto, toi ton avis sur ça? Alors sur Neymar, il y a énormément de choses à dire parce qu'en vrai, on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Mais comme l'a dit Zach tout à l'heure, et à juste titre, c'est un gamin qui a été peut-être le premier footballeur YouTube. C'est un joueur qui a été très très jeune comparé aux plus grands au Brésil. Il a directement eu une pression et un entraînement qui était peut-être différent de tous les autres jeunes dans le monde parce que lui était formaté pour devenir l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Derrière, il a donc une hygiène de vie, il a donc des besoins pour être au plus haut niveau qui sont extraordinaires pour un jeune de son âge. Et faire gérer son entraîneur à 17-18 ans aussi. Hein. Ça, faut quand même s'en souvenir. Exactement. Donc c'est voilà, il évolue dans un contexte... parce que son père, il a un rôle à jouer là-dedans. Oui, mais bien sûr, mais il évolue dans un contexte très particulier. En grandissant, on apprend que Neymar finalement aime un peu la fête, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et là, encore une fois, on arrive à ce que tu dis, Bruce. C'est vrai que dès que tu as un mois de congé, un mois de vacances, aller se mettre des minas tous les soirs et revenir en étant en surpoids, derrière, ça te demande un travail physique. Il a l'hygiène de vie de Kanto, professionnel. Et encore, je suis un mignon à côté de lui. Et non, mais voilà, après, on sait qu'en termes de capacité physique, tu récupères peut-être un petit peu moins, tu as peut-être un petit peu plus de blessures musculaires, peut-être que tu es moins performant à ce niveau-là. Moi, je pense que ce qui lui fait vraiment mal à l'heure actuelle à Neymar, c'est quelque chose de psychologique. C'est-à-dire que c'est un garçon qui part du FC Barcelone dans une équipe où il y a eu peut-être une des meilleures attaques de l'histoire, Suarez, Messi, Neymar. Je pense que ça fait partie des très grandes attaques qu'on a pu voir dans l'histoire du foot. Il part parce qu'il veut s'émanciper et il veut se débarrasser entre guillemets de Messi pour devenir le plus grand joueur. Sauf que les années passent, il ne gagne pas de trophée européen avec le Paris Saint-Germain, pas de Ligue des Champions, et il n'arrive à aucun moment à gagner un ballon d'or. Sauf que derrière, tu as Kylian Mbappé qui arrive, Kylian Mbappé qui commence un petit peu à lui mettre la pression pour lui essayer de lui contester ce rôle de leader en disant qu'il veut d'autres responsabilités. Et c'est vrai qu'au PSG, on commence un petit peu à faire comprendre à Neymar, bon, Mbappé veut aussi les responsabilités. Maintenant, c'est pas Neymar devant Mbappé, mais Neymar à égalité avec Mbappé. Et là, finalement, les années passent et maintenant, tu te retrouves aussi avec Léo Messi dans ses pattes. Donc le mec ne gagne pas de titre en Ligue des Champions, le mec ne gagne pas de récompenses individuelles, lui qui en a toujours rêvé dans sa carrière, il ne gagne pas de ballon d'or donc, et en plus il se retrouve entouré avec Mbappé qui est peut-être l'un des 3, 4, 5 joueurs les plus prometteurs. Il voulait le retour de Messi, il était... Oui, mais... Il faut quand même de l'avoir fui pour après le réclamer. Exactement, et Léo Messi à côté qui lui aussi à terme va prendre beaucoup de place parce que Léo Messi, c'est plus facile de réclamer les ballons à Sarabia que de priver un Messi de ballons par exemple. Donc je pense que ce sondage Neymar finito. C'est quoi ce sondage? Donc je pense que en fait Neymar c'est une question de psychologie. Il se rend compte que il arrive à un âge 29 ans où peut-être qu'il a passé ses années les plus performantes qui sont maintenant derrière lui et que aux côtés de Mbappé, aux côtés de Messi, il n'arrivera pas à faire grand chose. Il a envie de profiter de la vie, il a envie de faire la fête, il a envie de quitter peut-être un petit peu toute cette pression qu'il y a autour de lui et de devenir un joueur très bon, un bon joueur, un Neymar, mais sans pour autant prétendre encore à être le meilleur joueur du monde. Pour toi, ça veut dire qu'il a abandonné tous ses rêves, tous ses espoirs d'être un super top mondial. Peut-être pas de manière définitive, mais je pense que dans sa tête à l'heure actuelle, oui. Il y est plus. Moi, je suis d'accord avec Kanto depuis ce moment où il a percuté qu'il était passé à côté peut-être d'une très grande carrière. Il l'a percuté il n'y a pas si longtemps que ça, et pour moi, ça coïncide par rapport à tout ce qu'on vient de dire. On voit un Neymar moins heureux et un peu fataliste par rapport à ses interviews où il commence à accepter et à admettre que c'est pas que c'est fini, mais qu'il est passé à côté de grandes choses. Après, il doit aussi être frustré sur deux trucs. C'est que sur 2017-2018, il se pète. Avant le match retour, était énorme. Alors qu'il était sur une forme olympique, il se pète. Mais c'est encore Zach, on y revient. Est-ce que l'hygiène de vie aurait pu peut-être éviter ça? Pour moi, on n'a pas la réponse. Mais la blessure qu'il avait, c'était pas du musculaire hygiène de vie, c'était une blessure sur un endroit peut-être un petit peu fragile. Limite, c'était du pas de chance. Tu vois, moi, je mets pas toutes les blessures sur. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais même au niveau osseux, il a eu des blessures qui étaient quand même dues à l'hygiène. Peut-être pas celle-là, mais quoi qu'il arrive, il met pas toutes les chances. C'est une hypothèse. Je sais pas, mais j'ai pas envie de. Voilà, on n'a pas toutes les chances de son côté. Quand le mec se pète le métatarse, je sais pas si à l'époque il avait déjà une bonne ou une mauvaise. Je
sais pas, mais en tout cas, moi, je pense que c'est peut-être dû un peu à pas de chance. Après, derrière, là où je veux en venir, c'est que deuxième saison, reblessure sur le moment important, et troisième saison, un peu tronqué et Final 8, mais il sort un Final 8 quand même de qualité, et ils arrivent en finale, et ils gagnent pas la finale, tu vois. En plus, il est pas bon en finale, donc franchement, pour le coup, je pense peut-être qu'il a senti le train passer, ou sur ses meilleures années, de 27 à 31, 32 ans, t'as 2 ans où il se pète, et une année où il va en finale, il gagne pas, et l'année dernière où c'est demi, mais il gagne pas non plus. Après, peut-être qu'il a encore ce côté regain de motivation, parce que je tiens quand même aussi à rappeler que sa dernière saison 2016-2017 au Barça, même s'il y a la remontada où il fait des travaux absolument colossaux, déjà en 2016-2017 au Barça, en tout cas sur les journées de Liga, etc., il était déjà moins incroyable. Le Barça prend pas la Liga cette saison-là, et Neymar est énormément critiqué, notamment pour le nombre de ballons qu'il perd, et pour sa propension à aussi beaucoup demander le ballon, décrocher, et moins faire également ce rôle d'ailier percutant qu'il pouvait avoir. Donc déjà en 2016-2017, sur sa dernière saison au Barça, il était déjà moins en jambes. Je dis pas nul à chier. Après, peut-être qu'il avait déjà en tête, c'est qu'il allait partir. À mon avis, c'était une année où dans sa tête, il était bancal. Peut-être, en tout cas, 2016-2017, il était moins bon. Et après, derrière, ce côté nouveau challenge au PSG, l'a redoré. Et derrière, il est arrivé, il nous a sorti des perfs absolument incroyables. Moi, je sais pas. Vraiment, c'est un joueur, j'arrive pas à faire de conclusion sur lui. Je sais pas. C'est un vrai cas d'école, en fait, Neymar, parce que finalement, on est peut-être en face de l'un des plus grands talents de l'histoire du foot. Et finalement, en talent pur, c'est un des plus grands qu'on ait jamais vu. Et tu te rends compte qu'en fait, le mec, il est complètement, il faut le dire, par rapport à ses capacités, il est passé à côté. Après, moi, je reviendrai juste sur ce que Kanto a dit. C'est vrai que quand t'es brésilien, c'est quand même différent de d'autres cultures. Au Brésil, c'est une pression immense, c'est tout le pays qui est derrière lui, parce que justement, c'est un peu la star. Est-ce qu'il avait vraiment les épaules pour supporter ça? Mais si, ce qu'il a pris dans la gueule, les Argentins, ils ont mis du temps à l'accepter définitivement. Ce qu'il a pris dans la gueule, ça l'a pas Bien sûr, mais tu sais comment c'est au Brésil. Tu vois le Brésil, l'Argentine. Je sais. Non, mais en plus, c'est un autre truc. Et Cristiano, il porte tout sur ses épaules. Mais Cristiano, ça a marché. Oui, mais parce que c'est des mecs qui ont un mental. Ah oui, évidemment. On en revient toujours à la même chose. Neymar, bizarrement, osseux, pas osseux, ce que tu veux, il s'est souvent pété à des moments ultra déterminants. Je pense que mentalement, et ça traduit peut-être un peu tout ça, mentalement, il lui manque ce truc qu'ont les plus gros cracks de ce sport. Frérot, pour le coup, quand le Strasbourgeois va le péter, là... Mais non, mais je te parle... Je sais pas si mentalement ça a un impact, parce que le Strasbourgeois, il était pas allé avec le dos. Il y a certains cas, oui, mais je te parle de manière générale, le nombre de blessures et tout qu'il a eu, de trucs, pour moi, ça traduit aussi un problème mental sur la durée. Mais après, Bruce, pas tout le temps, mais de manière générale. C'est ni pour te donner raison à toi, ni pour donner raison à Zach, mais c'est vrai que quand tu regardes, par exemple, la Coupe du Monde 2014, il se fait péter, il se prend un coup de genou dans la colonne vertébrale. C'est vrai que quelque part, tu te dis, putain, mais le mec, en vrai, il a pas de chance. Tu vois, ça se trouve, cette Coupe du Monde, il était tellement fort qu'il était peut-être capable d'aller la gagner à lui tout seul. On le saura jamais. Mais je veux dire, peut-être que mentalement, il a pris tellement de coups que derrière, il a sombré. Il a juste sombré. Il a pas réussi à gérer, accepter. En plus, on sait que c'est un mec, il est super émotif. Tu vois, il a un côté un peu enfant, quoi. Et j'ai l'impression que il a plein de rêves qui lui ont été brisés, tu vois. C'est l'impression que j'ai, moi. Je pense vraiment, et il a toujours été couvé aussi depuis le début, parce que c'était un talent monumental. Je pense que son père l'a détruit d'une certaine manière. Toi, tu penses qu'il l'a pourri? Sur ses choix de carrière, ce qui s'est passé des plus jeunes, sa mentalité, son attitude, je pense que son père, dans ses choix, etc., y est pour beaucoup aussi et l'a mal conseillé à des moments. C'est mon avis. Et je pense que c'est en partie de sa faute aussi. Voilà mon ressenti. Bon, écoutez les gars, on en reparlera si jamais il y a d'autres choses qui ressortent. On va avancer dans l'émission. On va maintenant parler Ligue des Nations. Voilà, bien sûr. Victoire de la France dans ce Final Four. Victoire contre l'Espagne de buts à 1. Alors, il y a quand même pas mal de choses à dire. Déjà, il faut qu'on parle de la Ligue des Nations en elle-même, parce que j'ai vu passer ton tweet, Bruce, où tu avais l'air de dire que justement la Ligue des Nations était vraiment née après ce Final Four là. Pour nous. Non mais voilà. Pour moi, ça reste une compétition. Non mais attendez, qu'on se mette d'accord. La Ligue des Nations. Moi je suis d'accord. Moi on peut se mettre d'accord. On est champion d'Europe. Non mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Non mais on est d'accord sur un truc. La Ligue des Nations, c'est vraiment une compétition très très jeune. Elle vient vraiment de naître. Mais là on va pas se mentir. Il y a eu quand même une sorte de hype. La France a gagné. Mais c'est pas que ça. Franchement, il y a eu des matchs intéressants. Pas dans le Final Four ou ce que tu veux, la vérité, on s'en bat. Mais Bruce, qu'est-ce qu'il faut dans une compétition? C'est vrai que c'est un peu la Mickey Mouse. Elle pue la merde, moi, qu'à la base se compète. Mais après, on avait vu des bons petits matchs avec la France sur la fin, c'était sympa. Après, je vais être honnête, peut-être que ce qu'il faut pour que celle-ci gagne en drip, en quelque sorte, parce que je vais être honnête avec toi. Nous, on a toujours connu Euro, CDM, Euro, oui. Euro, CDM.
La Ligue des Nations, il y a 2 éditions maintenant. Donc, nous, on nous a ajouté cette Ligue des Nations au milieu de 2 compétitions qui sont iconiques pour nous et cette sorte de Coupe de la Ligue bis des Nations, tu vois, du coup, qui est pas terrible, on est d'accord. Je vanne en disant Coupe d'Europe, mais maintenant, il faut quand même se dire un truc, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a des jeunes, il y a des enfants qui commencent à suivre le football à 8 ans, à 9 ans, il y a 10 ans. Et il y a des dizaines de milliers d'enfants qui, hier, ont vu l'équipe de France péter un titre de Ligue des Nations avec un superbe scénario. Ces gamins vont commencer à apprécier cette compétition et je pense que ça se construit comme ça quand ces gamins-là vont arriver à une génération dans 10, 15, 20 ans, quand ils auront 25, 30 ans, c'est ce qu'ils vont raconter. Avec une compétition qu'ils ont vue dans leur jeunesse et qui leur a ramené de bons souvenirs, etc. Et à ce moment-là, je dis pas que la Ligue des Nations sera au même niveau que l'Euro, la CDM, je dis pas. Mais ça aurait sûrement plus de valeur que nous quand on nous l'a donné. Tenez, Ligue des Nations, tu vois. Regardez, je pense que dans 15-20 ans, pour ces enfants, ça aura beaucoup plus de sens que pour nous à l'heure actuelle. Pour moi, et après je vous laisse, pour moi, je rejoins vraiment ce qu'il disait, parce qu'en fait, selon moi, une compétition, qu'est-ce qui fait que la compétition elle est magique, qu'est-ce qui fait qu'elle marche vraiment? C'est les rivalités. C'est quand tu as vraiment 2 équipes, ou alors même dans un autre sport, quand tu as deux mecs qui s'affrontent et qui ont une rivalité telle que en fait, les gens se prennent de passion pour ce truc-là. La Ligue des Nations, je suis d'accord, franchement, c'est pas une compétition incroyable encore pour l'instant, mais je suis désolé. On a eu 4 équipes, franchement, qui ces derniers temps quand même rayonnaient, ou alors on en parlait plus ou moins beaucoup. La France et la Belgique, on sait qu'il y a une grosse rivalité entre les deux vis-à-vis de ce qui s'est passé par rapport à la Coupe du Monde et peut-être plus tôt. Et là, je suis désolé, mais ils se sont affrontés. Moi, le match, j'ai regardé, j'étais dedans. Oui, mais c'est pas que parce qu'on est français, c'est que le match était intéressant parce qu'il y avait des histoires dans ce match-là. Les Allemands, ils étaient comme des oufs, voilà, par exemple. Je sais pas. Ligue des Nations, là, ça, je peux pas te dire. Sur la fin de la Ligue des Nations, je te pose honnêtement. Honnêtement, je peux pas te répondre. Parce que je sais pas ce qui. Je pense pas. Bah moi, déjà, je pas comment ils sont les Allemands. C'est ça. Moi, je pense que nous, on a kiffé parce que t'avais la France et j'avoue que France-Belgique, France-Espagne, pour nous, c'est kiffant. Tu vois, ça a donné des matchs sympas, donc c'est cool. Mais je pense parce qu'on avait notre équipe de France qui était là. Tu vois, si les Français n'étaient pas là, alors que si tu fais l'Euro ou la Coupe du Monde, t'es en demi-finale, même s'il n'y a plus la France, tu sais, les matchs vont être incroyables, tu vas kiffer de ouf. Là, je pense que t'enlèves la France, tu fais les demi-finales sans la France. Enfin, sincèrement, on aurait ça, mais pas de ouf. Oui, moi, je sais pas. Moi, j'ai pris du plaisir quand même. Pour moi, elle a besoin de prendre de l'âge, elle a besoin de prendre de l'histoire, elle a besoin de prendre des moments iconiques. Oui, c'est ça. Et les moments iconiques, ils se construisent via des choses qu'on a vues, comme par exemple hier, le but de Benzema, le petit retour France-Belgique, où même s'il y a effectivement des gens qui n'étaient pas concernés, je suis sûr qu'il y a même des Portugais, d'autres trucs à ça, qui ont vu le scénario du match et qui, en tant que neutre, étaient là. Ah ouais, putain, il s'est quand même passé des trucs. Et tu sais, c'est ces genres de moments iconiques qui, au fur et à mesure. C'était une belle vitrine, les matchs qu'il y a eu pour monter la Ligue des Nations. Ouais, voilà, c'est vrai que les matchs ont fait que c'est tout bénéfique. Si elle existe toujours, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas sûre qu'elle existe, mais si elle existe toujours dans 10-15 ans, je pense que elle aura plus de hype, je pense. Ouais, mais je pense largement plus. Quand toi, t'es d'accord ou tu penses qu'elle est en carton, toi? Toujours en carton. Mieux que les matchs amicaux qu'on avait avant, en tout cas, désolé. L'année dernière, je pensais qu'elle était en carton, donc mon discours a pas énormément changé, d'autant plus que de souvenirs, on sort quand même d'une belle poule. C'est toujours celui qui bat. Ah ouais. Mais non, à titre personnel, je sais pas, ils sont pas arrivés à venir me chercher pour cette compétition. Ah, t'es pas rentré dedans? Bah, hier, sincèrement, j'en avais rien à foutre. La France gagnait, perdait. À mon sens, c'était presque un match amical. Alors c'est vrai que sur Twitter, on a essayé de me convaincre, de me dire oui, il y a des enjeux, il y a des si, il y a des mi, mais je sais pas. Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Zach. Moi, pourquoi j'ai les souvenirs de la Coupe du Monde? Parce que quand j'étais petit, France-Brésil 98, j'avais 4 piges, j'avais soufflé dans une trompette, je m'en rappellerai toute ma vie, tu vois, genre c'était une vraie trompette. Maintenant, tu souffles plus dans des trompettes, quoi. C'est plus dans les trompettes que tu souffles. Mais tu vois, mais dans ce que dit Zach, c'est totalement vrai parce que on a des souvenirs qui resteront gravés à vie, tu vois. Moi, je me rappelle comme c'était hier de la Coupe du Monde 2006, du penalty de Trezeguet. J'étais chez un pote, j'étais sorti pleurer, mais c'est des moments qui resteront indélébiles. Cette Ligue des Nations, aujourd'hui, elle n'est pas venue me chercher. Alors, peut-être que dans 20 ans... Moi, je te trouve très, très dur, Kanto. Elle aura une portée historique. Après, il préfère le championnat coréen que la PL. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est vrai, je suis pas du tout très dur. Parce que je serais dur si j'étais seulement dans la critique. Là, je suis en train simplement de t'expliquer comment ça se passe dans ma tête. Et c'est pas que je suis dur, c'est juste que, sincèrement, cette compétition, pour le moment, me fait ni chaud ni froid. Non,
mais c'est intéressant parce que là, ce que j'aime dans cette compétition, et comme l'a dit Zach, c'est que c'est pas des matchs amicaux, c'est des matchs qui sont joués avec une bonne intensité. Et mine de rien, tu as quand même joué l'Espagne et la Belgique à moins d'1 an de la Coupe du Monde. Et ça, c'est hyper important. Pour moi, c'était des matchs de préparation avec un petit peu plus d'enjeux que de vulgaires matchs amicaux. Non, mais c'est marrant parce que moi, personnellement, je l'ai pas ressenti comme ça. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que les mecs, en tout cas, ils avaient vraiment pas envie. En tout cas, c'est bateau ce que je veux dire, mais ils avaient pas envie de perdre et ça se sentait normal, au-delà du match amical. Parce que si c'était vraiment un match amical, je pense qu'il y aurait pas eu cette tension, il y aurait pas eu tout ça. Non, mais voilà, ouais. Non, mais clairement. Yaoui, il a écrit Kanto, il souffre que dans des isolotests maintenant. J'ai pas voulu aller au bout de mon truc de ma métaphore. Dans les trompettes. Moi, j'étais content qu'on l'ait gagné hier, mais c'est vrai que c'était pas le tournoi qui m'a fait le plus. Non, mais évidemment. Non, mais c'est normal qu'on ait tous un regard différent parce que on a tous, comme l'a dit Zach, c'est quelque chose de nouveau et peut-être qu'il y en a un d'entre nous qui a lu un article qui arrivait à mieux vendre la compétition, un autre qui a lu un article qui détruisait la compétition. Et en fait, vu que c'est quelque chose de nouveau, on a tous été amenés de manière différente. Alors que quand c'est des compétitions historiques, comme l'a dit Zach tout à l'heure, vu que c'est historique, on a tous été amenés sur le même piédestal, à savoir ces compétitions sont des compétitions majeures. Il faut les gagner. Si tu gagnes, tu dois être content. Si tu perds, tu dois être déçu. Ouais. Là, on ne sait pas trop. Et mine de rien, l'équipe de France, et ça je l'avais dit la semaine dernière, maintenant qu'on l'a gagné, on a gagné tout ce qui était possible de gagner en sélection. Oui, j'ai vu passer le truc sur ActuFoot là où ils ont dit c'est la première équipe à le faire. La CDM et la je pense que pour les Français et l'équipe de France, on va dire que ça tombe pas mal parce qu'on a été très déçus il n'y a pas si longtemps que ça. Tu vois, c'est l'ascenseur en Coupe du Monde incroyable, Euro très décevant. Et du coup, là, tu regagnes, tu te remets un peu dans le bain tout de suite et tu montres à tout le monde que tu es encore là et que tu seras là au mondial. C'est en ce sens où je pense aussi que c'est important pour remettre les choses en ordre parce que tu as quand même. C'est sûr. Bon, les matchs, tout n'a pas été parfait, mais au final, tu te sors de situation à chaque fois compliquée, tu es mené machin et tu as battu la Belgique et l'Espagne. C'est au niveau de la presse, c'est sûr que ça va faire un grand bien à l'équipe de France parce que la presse va recommencer à encenser l'équipe de France. Si tu fais peur aux autres équipes. Exactement, tu vas peut-être faire peur aux autres équipes alors qu'à contrario, si tu avais perdu après être éliminé contre la Suisse à l'Euro, tu perds contre la Belgique là dans un match qui était attendu comme une grosse revanche entre les pays, c'est sûr que la France aurait continué à se faire détruire. Je suis d'accord parce que franchement, ça c'est bien un truc qui est vrai, c'est que c'est vrai que c'est pas la coupe du siècle, c'est vrai que c'est pas la plus hypante. Moi, j'étais content de gagner. Maintenant, si on avait perdu au premier tour contre la Belgique, crois-moi que ça avait beau être la Mickey Mouse Cup, on se serait fait tailler. Oui, bien sûr. Deschamps out, mais évidemment. Alors là, par contre, le flot de critiques, il aurait pas pris en compte. Oh, c'est que la Ligue des Nations. Et ça aurait pu faire très mal à l'équipe de France. Tu t'arrêtes après la première mi-temps, c'est Deschamps dégage et c'est vrai. Encore une preuve que finalement, elle est pas si inutile que ça cette compétition. Les amis, on va accueillir notre ami Andrea qui était au stade hier justement. Il a assisté à ce match-là et donc il va pouvoir nous parler un peu de l'équipe de France. Andrea, est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends très bien et vous ? On t'entend très bien. Bienvenue dans Hors-jeu. Bien entendu, t'es à la maison ici. Alors toi, déjà, peut-être petite réponse par rapport à cette question. Est-ce que cette Ligue des Nations, elle t'emballe ou alors elle te laisse indifférent ? Et bien sûr, qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Qu'est-ce que tu as pensé de l'équipe de France hier ? Alors, premièrement, j'aimerais revenir sur deux choses. Pourquoi cette Ligue des Nations elle a été créée ? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est quand même pour enlever les matchs amicaux dont tout le monde s'en foutait. Pour gagner de l'argent, quoi. Et aussi enlever les matchs amicaux qui étaient à chier. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est surtout pour enlever les matchs amicaux que personne regardait. Voilà, le Moldavie-France au mois de novembre, voilà. Tout le monde s'en foutait. Et ensuite, j'ai envie de vous dire, en fait, ce qui va faire que cette compétition, elle va, dans les années à venir, devenir plus ou moins importante, ou si elle sera toujours considérée comme une compétition amicale, c'est comment les joueurs vont la jouer. Par exemple, on a bien vu sur le match d'hier, l'équipe de France et l'équipe d'Espagne, ils étaient à fond. Les deux équipes voulaient remporter le match. Et j'ai envie de vous dire, si c'était un match amical, on n'aurait jamais autant de polémiques comme il y a par rapport au hors-jeu d'hier, par exemple. Alors que là, voilà, on a vu la presse espagnole aujourd'hui, ils ont raison, considérés comme des voleurs et tout ça. On est d'accord, c'est scandaleux. Mais bon, là, selon les règles, il y a pas hors-jeu, mais il y a hors-jeu normalement. Enfin, c'est une honte absolue, ces trucs. Il faut être honnête. Là, ça tombe du bon côté, on est content, mais c'est pas normal. Mais ce que je veux dire, c'est quoi ? Si ça avait été un simple match amical, on n'en parlerait pas comme ça. Ouais. Non, mais c'est voilà. un point. Donc ça, c'est mon avis donc sur la compétition telle qu'elle est aujourd'hui. Ok. Et maintenant, pour parler du match, on va dire il y a eu deux périodes, quoi, un peu comme contre la Belgique. Et la première période où quand même on s'est quand même pas mal ennuyé. Voilà, il y a eu très peu d'occasions. On va dire le seul point positif, c'est qu'on avait réussi à être solide défensivement.
Et après la deuxième période, bon, on part sur, ça faisait un peu plus, surtout à partir du milieu, ça faisait quand même plus ping-pong. Voilà, on voit le but espagnol, il vient juste après la barre de Hernandez. Ouais. Très belle action d'ailleurs au passage. Ouais, enfin, très belle action. Très belle phase de transition. Ouais. Très belle action, on est bien d'accord là-dessus. Et voilà, bon, ensuite, en plus, j'étais super bien placé pour le but de Benzema. J'étais juste derrière lui. Donc, on a bien vu la frappe partir en pleine lucarne, légèrement déviée par le gardien adverse. Ouais. Et bon, après, j'ai trouvé l'équipe de France dans le dur, mais dans le dur comme elle a su le faire en 2018. C'était pas facile pour elle. Et on a senti que le match, voilà, après l'égalisation de Benzema, il pouvait partir de n'importe quel côté. Bon, on a de la chance grâce à ces magnifiques buts hors jeu d'Mbappé, elle est pour nous. Mais bon, après ouais, sur ce hors jeu, bah moi j'avoue que je suis comme les Espagnols, hein, je comprends pas. Enfin, il y a hors jeu, il l'a effleuré, ce délire d'intention, parce que j'ai lu ce que l'arbitre aurait dit aux Espagnols, où il dit que pour lui, en fait, il cherche pas à couper la trajectoire de la balle. En fait, c'est comme s'il avait fait une passe en retrait en gros à son gardien, et que du coup, il avait repris le contrôle de la balle et redonné en arrière. Quoi qu'il arrive, même s'il avait voulu faire une passe, que déjà la règle du hors-jeu, un jour, il faudra en reparler en certains cas, parce que peu importe la manière, peu importe ce qu'il a voulu faire, la mettre au goal, la dévier, il y a hors-jeu, point barre. Il profite d'une position de hors-jeu. Mbappé, c'est hors-jeu. Après, on a déjà vu des buts filous où l'attaquant est hors-jeu, le défenseur essaie de la remettre, mais c'est pas qu'à l'attaquant. Et pour moi, dans ce cas, il n'y a pas hors-jeu. Là, ok, mais là, ce cas de figure. Le cas de figure précis là, je suis d'accord, c'est beaucoup plus litigieux. Ça, on est totalement d'accord. Mais moi, je trouve vraiment que l'équipe de France, hier, en première mi-temps, parce que je vois qu'Andrea, toi, tu trouves qu'on souffre comme en 2018. Je suis pas spécialement d'accord, parce que je trouve qu'en 2018, on souffrait aussi par phase, mais il y avait beaucoup plus de maîtrise, tu vois. C'était pas exactement pareil. Par exemple, il y avait des matchs, je pense notamment par exemple contre la Belgique ou alors contre l'Uruguay, où il y avait une forme de maîtrise, où c'était beaucoup moins... On se faisait rouler dessus. On était moins inquiétés finalement. Franchement, limite en 2018, le match où j'ai le plus ressenti qu'on s'était fait rouler dessus, c'était genre limite la première mi-temps contre la Croatie, où effectivement là, j'avais l'impression qu'on s'était fait bouffer. Sinon, tout le reste, il n'y avait jamais ce sentiment à titre personnel. Il n'y avait pas trop d'occasions franches que tu concédais au final. On en concédait de temps en temps, mais je pense notamment à des gros arrêts, par exemple le risque contre l'Uruguay. Mais hier, par exemple, tu vois, en première mi-temps, comme la première mi-temps contre la Belgique, on s'est fait démolir. Le pressing espagnol était total, il nous prenait le ballon, le milieu était un petit peu débordé, Gavi faisait une grosse perte. Mais vous êtes convaincu par cette compo à 3 ? Moi, je suis pas convaincu du tout. Moi, j'aime bien. Je dis qu'à des moments, les deux au milieu se retrouvent dans des situations difficiles, parce que Pogba, c'est un excellent milieu avec ballon. Sans ballon, à des moments, c'est bon aussi, mais à des moments, ça peut être un peu juste sur certaines zones, je dirais, pour le contrôle de certaines zones. C'est pour ça qu'il est très bon avec Kanté, etc. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que hier, le milieu espagnol, en tout cas en première mi-temps, il s'était régalé, tu vois. Et c'est pour ça que limite, même le côté droit, t'avais Théo Hernandez qui était très souvent sur, il me semble, c'était Ferran. Et après, derrière, t'avais Azpilicueta qui était souvent tout seul. Donc tu vois, t'avais Théo Hernandez qui est toujours 1 contre 2, 1 contre 2, 1 contre 2, 1 contre 2. Azpilicueta s'est régalé en première période. Il y a trop d'espace quand on est à 3. Au milieu de terrain, je trouve que parfois, il y a trop d'espace. Et du coup, on a ce sentiment qu'on peut prendre cher quand même par moment. Alors qu'en 4-3-3, j'ai moins le sentiment, souvent, surtout qu'Hernandez, etc., on est très content de lui. Et du coup, on sait que dans une défense à 4, il n'y a pas de souci, tu peux l'utiliser aussi. Mais je pense vraiment qu'avec un milieu de terrain supplémentaire, et même Pogba, il se sentirait mieux. Et l'autre bonne nouvelle, c'est Tchouaméni qui est incroyable ces derniers temps. Très précoce. Chaque fois qu'il a joué avec l'équipe de France, il n'y a rien à dire. Enfin, t'imagines un milieu à 3 avec Kanté, Pogba, Tchouaméni, par exemple. Enfin, ça aurait vraiment de la gueule, je trouve, ça serait monstrueux. Et je pense que, perso, moi, on y gagnerait. Moi, je n'ai pas été convaincu par cette compo à 3. Alors oui, on s'en sort à chaque fois, mais il ne faut pas oublier qu'on est en difficulté. On a été mené. Après, il y a les ressources mentales. OK, il y a des qualités. À chaque fois, Benzema en mode sauveur qui remet l'équipe dans le droit chemin sur les 2 matchs. On prend quasi tout le temps le premier but. Il me semble que contre le Portugal, on prend le premier but. Je crois que contre la Suisse, souvent mené, on prend le premier. On a réaction aussi. La Belgique, on prend les premiers. L'Espagne, on prend le premier. Heureusement que tu as
chaque fois quand même un Benzema qui va te chercher des buts de fou furieux, parce que sans ça, et c'est là où tu vois le niveau du mec, c'est qu'à chaque fois il prend les choses en main et il te met le but direct pour pas que tu doutes, tu vois, où tu te dis bah c'est bon, c'est possible, on peut le faire. Parce que c'est vrai que dans l'expression collective, il y a des moments c'est un peu naze, tu vois, genre la manière dont on presse, etc. C'est pas, tu vois, des moments il y a Benzema qui essaye d'y aller, tu vois, il y a des moments il y a Griezmann qui essaie d'y aller, mais Griezmann souvent il est peut-être un cran en retrait, donc c'est très souvent peu coordonné. Et même hier, il y a des moments j'étais là, mais les gars, quitte à vouloir jouer un petit peu comme ça, l'espace que vous laissez entre les lignes, c'est dur, et c'est à ce moment-là que c'est pour ça qu'un Busquets qui lui joue trop fort à 20 km/h, tu vois. Quand j'entends ça qu'il dit qu'il est fini de Busquets, quand tu le vois. Avoir un Busquets sur transition, t'es mal, mais avoir un Busquets dans ce cadre-là où il peut se régaler face à un peu de pression, là, si t'as la maîtrise, un Busquets, c'est là où tu le vois. Tu peux rien faire. Moi perso, je trouve que Busquets, c'est plus le Busquets d'il y a quelques années. Je le dis, je l'assume, je l'avais dit. Après là, sur ce match-là, forcément, il a des espaces, il est en chausson. Et il a Rodri avec lui aussi, faut pas oublier. Il a une solution de relance immédiate. C'est Kanto, il a tout dit. Busquets, il a jamais été physique, ce que tu veux. Avant, t'avais un Barça. Ah non, mais évidemment. Non, mais avant, t'avais un Barça qui avait la maîtrise totale avec les Xavi, Iniesta, une équipe de furieux où t'avais tout le temps le ballon, la maîtrise. Ce qui a changé depuis quelques années notamment, c'est que le Barça n'a plus autant de maîtrise et peut se faire ouvrir en très peu de temps. Du coup, forcément, t'as l'impression que Busquets, c'est sûr que s'il doit courir après le ballon, Busquets, c'est pas le meilleur. Non, mais c'est pas fait pour ça. En fait. Kanto, on t'a pas entendu du coup. Toi, tactiquement, cette équipe de France, tu t'es convaincu par ce schéma ou tu penses qu'il faut faire autre chose? Alors en fait, j'ai vu une équipe de France complètement différente en première et en deuxième période. La première, j'ai eu l'impression de retrouver un petit peu les principes de jeu de Didier Deschamps avec une autre formation, avec moins de réussite, mais les principes de jeu de Deschamps. C'est-à-dire qu'il a accepté de laisser la maîtrise du ballon à l'Espagne, qu'il a accepté de jouer avec un bloc assez bas, que ce soit Pogba, Tchouaméni ou que ce soit les 5 de derrière. Il y avait peut-être un petit peu moins de folie offensive, même si finalement il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y avait un petit peu moins de folie offensive. Et Deschamps a accepté de laisser le ballon à l'Espagne. Tu sais que quoi qu'il arrive, quand tu joues l'Espagne en temps normal, ils vont quand même avoir la possession du ballon. Et c'est pour ça que j'ai eu l'impression de retrouver un petit peu ces principes, à savoir reculer et puis essayer de procéder par des phases de contre. Bon, au final, ça ne l'a pas fait. Mais dès l'entrée, dès le début de la seconde période, on voit que directement c'est Pogba qui vient faire une faute dans le 20 mètres adverse au bout de 30 secondes de jeu, parce que, à mon avis, il a essayé de faire des ajustements tactiques, s'est rendu compte que finalement la France défendait, mais allait tôt ou tard craquer et qu'il fallait essayer de changer quelque chose. Donc il a essayé de remonter un petit peu son bloc. J'ai vu des ajustements tactiques, comme l'a dit Bruce, moi je suis pas fan de cette équipe de France à 3 ou à 5 def, peu importe, on appelle ça comme on veut. Ah, puis en plus, Upamecano, parce que Upamecano, je l'ai pas trouvé à l'aise. Raphaël Varane, je trouve qu'il a pas ses repères. Après, Upamecano, il entre en jeu. Hein. C'est pas simple. C'est pas la première fois en équipe de France, ou peut-être moins cette saison pour le moment, mais même avec Leipzig et tout, des matchs ou des fois où c'est chaud, où il passe au travers, où il fait des bourdes. Bayern, depuis le début de saison, c'est bon. C'est bon, mais c'est pas toujours. Mais moi, je l'ai vu avec Leipzig en Ligue des Champions sur des matchs importants ou des trucs où, je sais pas, bizarrement, j'ai l'impression que des fois, il est pas stable et qu'il peut faire 2 bourdes ou quoi. Après, ça, c'est le lot d'un défenseur de 21-22 ans. Il doit apprendre. Mais il va falloir qu'il progresse là-dessus, parce que c'est vrai que hier, ça fait peur. Kanto. Ouais, voilà, après comme j'ai dit, cette équipe de France me fait un petit peu peur dans ce format-là, parce qu'on n'a pas la maîtrise du ballon et qu'on n'a pas des défenseurs qui sont sur une dynamique, une espèce d'aura toute particulière. Si on se réfère à la Coupe du Monde, par exemple, tu acceptes de faire que défendre, mais derrière, tu as un Pavard qui est plutôt solide, même si j'ai jamais été fan de Pavard. Tu as Umtiti qui pareil était sur un nuage, Varane qui à ce moment-là fait une grosse CD avant. Fait une grosse saison. Là c'est vrai que quand tu te retrouves avec des défenseurs un petit peu en manque de confiance, avec un Varane qui sait pas trop où il va, avec un Upamecano oui non, avec un Koundé qui est encore peut-être le transfert avorté, qui est encore bon, par contre, il a été bon sur les non mais là il a été bon, mais je parle de cette défense au global. C'est l'avenir, c'est notre avenir, je pense. Je pense Koundé, je pense aussi que c'est l'avenir. Je pense aussi que c'est l'avenir. Mais voilà, en fait on n'a pas une défense où tous les mecs sont actuellement sur un nuage, et il va falloir déjà premièrement changer Pavard et commencer à ouvrir les yeux et à prendre Jonathan Klaus en équipe de France. Et Pavard il a craqué quand il est sorti en plus. Il a ce qu'il a pris avec Pogba pendant le match et tout, c'est compliqué en ce moment. En même temps après oui il est fautif hein. J'aime bien ce garçon, ça a l'air d'être un bon garçon, mais footballistiquement parlant, le mettre dans un rôle de piston, c'est peut-être le mec qui court le moins vite de toute l'équipe des 23 réunis, tu vois. Donc peut-être
peut-être Mandanda va à peu près à la même vitesse que lui, mais sinon, bon, il n'a pas été en équipe de France là, mais je pense qu'il y a un match avec Costil. Yoris, très bon aussi. Hein. Ça, tu vois, on parlait de Maignan la dernière fois, ce que tu veux. C'est vrai que là, Yoris, il est incroyable. Mais bref, voilà, je pense qu'il va falloir se réajuster parce que déléguer le ballon comme ça et avoir un manque de densité au milieu de terrain, alors que les milieux de terrain font peut-être partie de tes meilleurs joueurs, comme l'a dit Bruce. C'est vrai que quand t'es Pogba, Tchouaméni au milieu de terrain, ça pourrait avoir quand même une sacrée gueule. Donc il va falloir peut-être retomber dans un système à 3. Je suis d'accord, ça habillerait un petit peu plus ce milieu de terrain qui à des moments va souffrir du fait qu'ils sont en sous-effectif sur pas mal de zones et où Pogba sans ballon est bon, mais peut à des moments avoir du mal à couvrir, comme j'ai dit. Tu vois ce que je veux dire, de grandes zones. Par contre, Pogba hier, il nous montre encore un truc, c'est que June, c'est un leader pas possible. Il est incroyable. Et que sur transition, c'est un des meilleurs joueurs. Mais sur les quelques actions qu'on fait, à des moments où il se sort face à 1 ou 2 Espagnols, il a 2 Espagnols sur le dos, il arrive à transmettre. Tu lui prends pas. C'est fort, c'est fort. Conservation, il est fort. Il est tellement. Tactiquement, les Espagnols, ils sont arrivés 10 fois mieux préparés que nous. Ils ont super bien joué, machin, etc. Les Espagnols, c'était impressionnant. Il leur a manqué un bon volume d'occasion et peut-être un peu de finition, etc. Des gens devant aussi. Des joueurs devant. Ouais, c'est ça, des joueurs devant. Tu vois, même un 9, ne serait-ce que même si Morata était là, ça aurait peut-être pas été exactement la même chose, tu vois. Mais à côté de ça, tu vois, quand t'es l'Espagne, quand t'es Luis Enrique, que tu prépares ton match, que le plan se passe bien, que tu domines, que tu marques le premier but, et que malgré ça, quand tu vas et que t'as tes joueurs qui mettent des pressings pas possibles, et qu'à des moments l'équipe de France va être un petit peu en difficulté sur sa transition, t'as Pogba qui peut d'un coup sortir de 2 joueurs pour ensuite, bam, mettre sur orbite une contre-attaque, où t'as Hernandez avec un YZ dans le dos et Mbappé qui peuvent prendre des profondeurs et Benzema qui peuvent sortir un but de n'importe où. Enfin, c'est un truc de ouf, même le vivier de l'équipe de France. Regarde, Varane il sort, t'as Upamecano qui est défenseur central au Bayern Munich qui rentre, tu vois. Quasiment à tous les postes, t'as que des monstres. C'est impressionnant. Le potentiel de cette équipe est fou. Dommage qu'on n'ait pas su garder la Puerta, moi. Je trouve bon, moi. Le seul truc qui me chiffonne un tout petit peu, c'est vraiment sur cette Ligue des Nations, et même s'il a apporté beaucoup via son envie, via le pressing, etc. Ouais, Griezmann, je suis un peu super ravi. T'es sur ta fin, tu restes sur ta fin. Non, mais c'est-à-dire que je respecte si des gens ne sont pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Je suis absolument conscient de tout ce qu'il a fait en équipe de France, son Euro 2016 fantastique, sa très bonne CDM 2018, etc. Quand il était le leader, tu vois, de l'attaque française avec Giroud. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que j'ai un peu du mal à situer son rôle. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il va décrocher au milieu pour essayer d'apporter du nombre et presser et essayer de récupérer des ballons. Il y a des moments où sur certaines transitions, on va voir et on va se dire tiens, ça c'est Griezmann qu'on aime bien. Hier notamment, il me semble que sur l'égalisation, il fait une sorte de bonne, enfin il met en orbite correctement, et à ce moment-là je me dis ok, pas mal, tu vois, mais je reste encore un peu sur ma faim et j'ai l'impression que on va limite peut-être arriver un jour à une sorte de choix, on doit choisir est-ce que Benzema ou alors est-ce que Griezmann. Alors je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'à un moment on va devoir choisir entre les deux, et ça me fait mal parce que Griezmann était monstrueux pendant très longtemps en équipe de France, c'était clairement un leader, ne serait-ce que même dans l'apport statistique, c'est lui qui marque contre la Hongrie, machin, etc. Il nous a apporté des buts et c'est un très très bon joueur, mais à un moment j'ai l'impression qu'on va devoir faire peut-être un choix entre les deux, parce que j'ai du mal à le voir à l'avenir s'insérer se contenter de ce simple rôle. Je pense que ça nous suffira pas d'avoir juste un attaquant qui redescend, qui défend un petit peu et qui sur quelques transitions peut être pas mal, parce qu'en dehors de ça, je suis désolé, il peut et il doit faire beaucoup plus, mais c'est difficile. Mais en fait le gros problème, et on en avait parlé d'ailleurs, on avait dit que Benzema et Griezmann, c'est deux joueurs qui parlent le même football. On a toujours même limite fantasmé sur cette association qui théoriquement sur le papier peut être incroyable, parce que c'est deux mecs qui ont un truc, c'est que on l'a vu contre la Finlande, mais il n'y avait pas Mbappé. Et là, le problème, c'est qu'on essaie de faire une équation avec 3 mecs qui ont absolument envie justement de prendre le jeu à leur compte, d'être un petit peu la star de cette équipe. Griezmann avait beaucoup de place à l'époque parce qu'il avait Giroud devant, il avait un Mbappé qui était super frais, qui venait d'arriver, qui venait de naître, et à gauche ou à droite, je sais pas, tu avais soit Dembélé, soit un autre. Mais je veux dire, c'est que à l'époque, il n'était pas contesté en fait. Aujourd'hui, naturellement, son rôle, son leadership dans cette équipe-là, sur le front de l'attaque, il est contesté parce que Benzema, c'est un joueur qui justement a ce truc-là. Le mec Benzema, tu peux le retrouver en 8, tu peux le retrouver n'importe où sur le terrain, et c'est ce que Griezmann faisait. Mbappé, même si on n'aime pas le voir dans ce rôle-là, tu sais que le mec, il peut pas s'empêcher de venir chercher des ballons, de venir demander absolument d'être la première relance, d'être la rampe de lancement. Qu'est-ce qu'il fait Griezmann dans ces cas-là? Il parle le même football, mais il pratique aussi la même chose sur le terrain. Donc comment il fait? Tu vois, moi je trouve que c'est très compliqué.
Contre la Finlande, par exemple, c'était fort. Oui, moi, Griezmann, ça me fend sincèrement le cœur de le voir aujourd'hui dans ce rôle-là en équipe de France. Pourquoi ? Parce que en club, faut pas oublier qu'en club, depuis son arrivée au Barça... Oui, ça va un petit peu moins bien, je reconnais. C'est pas même lui, je pense que ça joue, etc. Faudra que ça aille déjà mieux en club, et je pense qu'on aura un Griezmann qui essaiera peut-être de prendre un peu plus les choses mais c'est pas aussi simple que ça. Justement, moi, c'est là où j'allais en venir. C'est pour ça que tu peux pas dissocier les deux. Griezmann en équipe de France, on dit pas que c'est devenu un joueur quelconque, etc. On sait tous qu'à la base c'est un super joueur, mais il n'est pas dans sa meilleure période en club, etc. Et donc ça peut se traduire aussi en équipe de France. T'as Benzema qui revient aussi, qui lui est en pleine bourre. C'est juste plus ou moins logique peut-être pour le moment ce qui se passe. Vas-y, Kanto. C'est là où je voulais en venir, c'est que Griezmann a toujours été le leader technique de cette équipe, au moins sur le plan offensif, un leader sur le terrain, et il faisait partie de cette colonne vertébrale de l'équipe de France, et ça on en a déjà parlé 1000 fois. Mais quand aujourd'hui je vois qu'il n'y a plus contestation, ne serait-ce que pour les pénaltys, où c'est Benzema qui décide de donner le pénalty à Mbappé, il a perdu naturellement. Et que Griezmann n'est même plus dans le choix, que Griezmann est relégué à un poste où il doit jouer au service des autres joueurs, alors qu'avant il avait plus ce rôle d'électron libre où c'était le leader, le sauveur, il était là pour se déplacer un petit peu où il voulait, combiner avec Giroud, parfois venir rechercher les ballons, il faisait un petit peu ce qu'il voulait et il le faisait bien puisqu'on a quasiment tout gagné avec Griezmann. On a été champion du monde, tu fais finale de l'Euro. Mais les conditions n'étaient pas les mêmes, tu vois. Mais les conditions sont pas les mêmes, mais peu importe. Et je reconnais et j'accepte de constater que oui, Griezmann, depuis son arrivée au Barça, on n'est plus sur le même joueur que ce qu'il a été à l'Atlético, que malgré ça, je pense que même s'il revient à son top niveau à l'Atlético, il aura plus ce statut de leader en équipe de France. Et pour moi, à tort, parce que tu ne te prives pas d'un leader avec lequel tu gagnes. Après, dis-toi que de ce côté-là, si on veut parler, par exemple, tu as parlé des pénaltys et tout ça, machin, etc. Moi, j'ai l'impression aussi. Enfin, tu te rends compte du niveau de maturité que ça demande pour accepter de te mettre un petit peu en retrait dès que tu as été aussi haut. C'est-à-dire que tu as été le leader sur une des meilleures phases de cette équipe de France. Et à l'heure actuelle, maintenant qu'il y a Benzema, maintenant qu'il y a les autres, parce que sur ça je ne l'enlèverai jamais, hein. Moi j'ai tenu les discours que j'ai tenus, mais pour se mettre au service des autres, ça par contre incroyable. Mais parce je pense que c'est le plus à même des trois être capable de le faire. Dans le ça, sacrifice de soi, dans ce que ça demande, d'accepter, de se remettre un petit peu en retrait, de jouer un peu plus dans un rôle ingrat, machin, etc. Mais ça c'est absolument, c'est-à-dire que merci Monsieur Griezmann. Mais ça prouve son intelligence en fait. C'est incroyable. Ça prouve son intelligence. Là où j'ai été un tout petit peu plus critique, c'est parce que je pense que dans ce simple rôle, à terme, dans les tournois, ça peut ne pas être suffisant et je pense qu'il peut faire encore plus. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Dans le fait d'accepter de se mettre un petit peu en retrait, machin, etc., franchement, c'est énorme ce que ça demande. Mais c'est pour ça que je voulais réagir, parce que quand je vois dans le chat des finito pipo Griezmann, finito, c'est juste que le mec fait un travail de l'ombre. Il vient rechercher des ballons, il vient remonter les ballons, il fait un pressing. Si vous courez comme un chien pour aller essayer de mettre une pression monstre sur la défense, forcément, derrière, vous ne pouvez pas avoir la même lucidité que si vous avez marché tout le match. Et ça, chacun son rôle, mais il a un rôle aujourd'hui qui est un petit peu plus dans l'ombre, il a un rôle qui est un petit peu plus, voilà, un rôle ingrat comme l'a dit Zach, mais quoi qu'il arrive, on peut attendre mieux de lui évidemment, parce qu'avec le bagage technique et les qualités qu'il a, on peut toujours attendre mieux, mais de tous les joueurs on peut attendre mieux. Mais il a des situations, je suis pas d'accord. Voilà. Il a des situations et il en aura toujours. Moi, je pense que c'est Deschamps, comme tu avais dit, au niveau des responsabilités, peut-être pendant l'Euro, n'a pas aidé à ce niveau-là. Il a merdé, ça c'est. Je te rejoins complètement et voilà, ça n'a pas été ouf. C'est pour ça que d'ailleurs l'Euro, c'est pas très bien passé, je pense. Mais je pense que Griezmann, si jamais ça va mieux avec l'Atlético et qu'il est plus en confiance, notamment devant le but, etc., tu verras, il aura ses occasions et il sera un peu plus décisif que ces derniers temps. Bien sûr, moi il le sera. Parce qu'il profitera, il a intelligence, hein, on ne peut pas lui enlever, on le sait très bien, donc il sait se situer, etc. Il aura toujours des situations pour marquer, faire les passes D. Voilà, je pense qu'il manque un petit peu de confiance ces derniers temps. Et dans le chat, ceux qui écrivent des trucs... Enfin, du genre, oui, mais il est attaquant, dans ce cas-là, mettez-le latéral droit. Alors, mon garçon, si tu regardes un minimum de matchs et si tu regardes l'évolution du football à l'heure actuelle, tu te rends compte que le football est en pleine révolution, ne serait-ce qu'au niveau du dispositif. Tu as de moins en moins de formation à 4 défenseurs et de plus en plus à 3 avec des pistons, que les défenseurs de métier maintenant deviennent à la fois des ailiers et des défenseurs, que des garçons comme Cuadrado, qui ont été ailiers toute leur vie, se retrouvent maintenant défenseurs droits, que des personnes comme Bouba Camara, comme Carminhos, c'est un ailier, voilà, c'est un ailier, que des
garçons comme Bouba Kamara, comme Marquinhos et comme énormément sont formés pour être défenseurs centrales et que finalement ils sont aussi capables de jouer numéro 6 et qu'aujourd'hui le football moderne est en train complètement de changer. Même Messi a su changer. Messi à 18 ans, Messi à 25 ans et Messi aujourd'hui ne joue plus le même poste. Messi c'est le meilleur 8, c'est le meilleur 8 au monde. Mais c'est le meilleur 8 au monde. De dire et de le redire. Mais aujourd'hui, voilà, tu as des milieux défensifs qui vont évoluer et monter milieu offensif. Tu as des milieux offensifs qui vont devenir des milieux relayeurs. Tu as des attaquants qui vont devenir défenseurs latéraux. Parce que c'est comme ça, parce que le foot est en pleine révolution, parce qu'il y a tout qui est en train de changer dans le football. Arrêtez de rester avec vos idées, arrêtez. Mais lui, il est défenseur. Kanto, tu veux t'allonger, Kanto? Non, mais on a compris le message. Non, mais ils ont une vision très fermée du football et c'est dommage. Il faut juste calmer un truc, parce que c'est vrai que moi, j'ai dit ce que après, on avance, les gars. Là, on prend du retard. Et que tu nous mets des coups de pression. Oui, exactement. Exactement. Mais bon, il y a 2 matchs contre la Finlande. On fait enfin un bon match correct avec Griezmann qui marque. Et c'était, fallait exclure Mbappé. Et c'était, on joue mieux sans lui et salut. Et maintenant, 2 matchs après, où Griezmann fait peut-être pas les perfs incroyables. Je dis pas qu'il était naze non plus, tu vois. Mais et maintenant, ça devient lui finito. Bon, les gars, les conclusions sur conclusion. Il est pas finito. Je suis content de voir parce que t'as Hernandez. Il y en a, ils le connaissaient beaucoup au travers de FIFA parce qu'ils regardent très peu la Serie A, tu vois. Et même avant, quand moi je disais Hernandez, c'est un des meilleurs latéraux au monde. Même l'année dernière, quand je le disais, les gens se rendaient pas compte certains. Les 3 quarts n'avaient pas vu 3 matchs. C'est comme Kessié, quand on parlait de Kessié et que ça rigolait, alors que quand il est au top, c'est un des meilleurs à son poste. Et les gens finissent par comprendre. Et Théo Hernandez est là d'un seul coup. Ce qui est bien, c'est que bon, bizarrement, au bout de 2 matchs, c'est bien, bel et bien l'un, si ce n'est le meilleur latéral gauche au monde, tout d'un coup, tu vois. Non, tu l'as dit, Bruce, tu l'as dit. Non, mais le foot va très vite. Le foot va très très vite, tu vois. C'est très drôle. Je confirme. Je sais pas si Andrea est encore là, mais c'est vrai que le débat était assez passionnant pour le coup. Andrea, est-ce que tu veux rajouter un petit mot pour conclure? On te laisse le mot de la fin. Encore là, Andrea, miskin. Bah évidemment qu'il est encore là. Il est encore là. Bah oui, il est encore là, les gars, bien sûr. Vas-y. Tant qu'on m'a pas dit que je pouvais revenir, moi je pars pas, hein, les gars. T'as raison, mais t'inquiète que ça va pas tarder. Vas-y, dis-nous. Non, écoutez, non, je pense que vous avez eu un long débat, vous avez à peu près tout dit. Après, Griezmann, bon, je pense de toute façon, il est indispensable à cette équipe de France et il sera toujours là tant que Deschamps sera là, parce que c'est quand même son homme. Et non, voilà, après, voilà. J'ai rien de plus à rajouter à tout ce que vous avez dit. Vous avez tout dit, vous avez écouté. C'est le mot de la fin. On a bien fait de rester, Andrea. T'as apporté un plus, là, tu vois. Mais merci beaucoup, Andrea, merci d'être passé dans le jeu. Allez, tu reviendras. Ciao, Andrea. Avec plaisir. Allez, salut, poteau, merci à toi. Mais moi, je l'avais oublié, je pensais qu'il avait dit au revoir, moi. En plus, il a fini en envoyant la sauce, quoi. Mais en fait, vous oubliez aussi, en fait, parfois, quand vous partez dans un débat et qu'il y a une sorte de patate, bah, vous tournez autour et c'est vrai que vous voyez plus ce qui se passe autour. Donc moi, je savais qu'il était encore là, mais voilà, c'est dur de vous couper la parole des fois. Alors, on va avancer dans l'émission. On en reparlera bien sûr de tout ça, de l'équipe de France. Il y aura beaucoup de choses à dire, c'est sûr. On va parler des awards européens cette fois-ci. On a fait pour la Ligue 1 en début d'émission. Maintenant, on va donner on va décerner nos prix pour les 5 grands championnats, enfin pour les 4 autres, pardon. Et on va commencer avec Zach. Tiens, j'ai envie de commencer avec toi. Allons-y, c'est parti. Je me rappelle. Donc c'est pareil, hein, c'est le même schéma. Meilleur joueur européen, meilleur coup de cœur, enfin coup de cœur plutôt, et flop. Je me rappelle même plus ce que j'ai mis. De toute façon, ça va s'afficher, t'inquiète pas. Allons-y. On a un petit problème à l'affichage, du coup va falloir problème de régie qu'on temporise un petit peu. Ça me permet à moi de vous rappeler bien sûr que si jamais comme Andrea vous avez envie de participer à l'émission, bien entendu vous vous rendez sur la page Twitter de l'émission, c'est le Twitter officiel, c'est hors-jeu Twitch, et si jamais vous voulez venir défendre un sujet, si vous voulez venir défendre une équipe, ou alors nous parler de notre club, ou alors si jamais vous avez vu un match et que vous voulez venir en parler à chaud, vous le savez, c'est tous les lundis, on est là et vous pouvez bien sûr venir en parler tranquillement avec nous, comme l'a fait Andrea. Est-ce qu'on est bon, Jeannot ? Ok, très bien. On attend, les amis. Du coup, je vous rappelle le schéma. Chacun a choisi un meilleur joueur. Donc, alors, évidemment, on a tout pris en compte. On a pris ce qui s'est passé en championnat. On a aussi pris ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Et bien sûr, les matchs internationaux ont compté. Le coup de cœur, c'est vraiment le même format. Et le flop, c'est exactement pareil. On est bon, on peut y aller. C'est parti avec les top et flops de Zach. J'ai été original.
Non, en vrai, j'ai mis Karim pour son début de saison absolument fantastique. Je pense que Salah aurait pu mériter, par exemple, également. Et les deux qui sortent du lot. Salah aurait pu mériter également d'être dans cette discussion, franchement, sans aucun problème. Même Lewandowski aurait totalement mérité. Franchement, mais je pense que Salah, Benzema, c'est les deux qui crèvent l'écran. Franchement, même Lewandowski continue à scorer et à être sur les mêmes bases qu'il est sur les autres années. Donc, ça aurait été pas du tout honteux de le citer. Après, forcément, on met encore une fois en avant des attaquants. Mais bon, après ça, on a mis Paqueta avant. Donc, je m'en veux un peu moins. Donc, Benzema, pas grand chose à redire. Apport statistique incroyable. Même si le Real peut avoir encore un petit peu de mal sur certains résultats, le mec porte le plus grand club du monde. Donc, c'est absolument exceptionnel. Et très, très bon en sélection également. Comme le prouve encore une fois cette fabuleuse Ligue des Nations qui a fait de nous des champions d'Europe. Et la fameuse Mickey Mouse Cup. Je force pour rigoler. Mais en dehors de ça, franchement, pas grand-chose d'original à redire sur un Karim qui a 34 ans. En tant que supporter lyonnais, ça me fait chier. J'espérais encore qu'il puisse peut-être revenir dans 1 an ou 2. Il va revenir dans 4 ans à ce rythme-là. Il va venir à 38 ans et on le prendra quand même. Il fera 5 km/h en Ligue 1 et il se régalera. Donc, allez, Hilton. Donc vraiment un petit Benzema pour son début de saison qui, je pense, est unanimement un des meilleurs, voire je pense un des meilleurs de sa carrière. Je pense vraiment, c'est fantastique. Il fait une carrière énorme, Benzema. Il est mieux en mieux. Il est meilleur. Il se bonifie avec le temps. Il est toujours au top. Enfin, c'est fou. Le coup de cœur, Zach. Européen. Coup de cœur, j'ai envoyé une petite équipe que j'ai regardée un petit peu. En braque valide. Ça me fait plaisir. Franchement, ils jouent super bien. D'ailleurs, Leverkusen, Bayern ce week-end. J'ai pris le temps de voir 2-3 de leurs matchs complets. J'ai regardé, et parce que c'est ce que je fais un peu sur ma chaîne Twitch de temps en temps, je regarde des résumés de matchs avec les gens, et donc j'ai regardé énormément de résumés plus quelques matchs complets. Et Leverkusen fait un début de saison absolument canon. Ouais, ils sont chauds. Vraiment, le football qu'ils proposent, c'est très très solide. Ils ont un jeune que je vous ai fait deviner la semaine dernière, Florian Wirtz, qui est sur un début de saison absolument incroyable. Un Moussa Diaby dans une forme exceptionnelle. Franchement, chaque semaine, je me régale à regarder la petite masterclass hebdomadaire de Moussa Diaby et de Christopher Nkunku. C'est incroyable. Patrick Schick qui score toujours autant. Ils sont premiers ex-aequo de Bundesliga, pardon. Ils vont jouer le Bayern ce week-end. Je pense que ça va être un match de très très haute volée. Donc franchement, ce petit Leverkusen, j'apprécie énormément et c'est un beau coup de cœur. Une équipe qui à l'heure actuelle fait un début de saison transcendant et qui en plus a perdu Léon Bellet. Bien sûr. Au-delà du fait d'avoir perdu Léon Bellet, il continue à évoluer à ce très très grand niveau. Donc ça monte bien. Pas grand-chose à redire. Leverkusen, c'est un beau coup de cœur en ce début de saison. Et ton flop du coup? Alors en flop, j'ai hésité avec Wijnaldum, mais je l'ai pas mis. J'ai mis Donny van de Beek. Finalement. Transféré il y a 1 an. Qui n'a pas convaincu sur sa première saison. Sur sa deuxième, là, à l'heure actuelle. Alors je vais te dire. Par contre, c'est pas bien de griser les photos. On dirait le mec, il est plus de ce monde. Ouais, j'avoue. C'était pour marquer le coup. Nous a quittés. C'était pour marquer. Alors juste pour les abrutis du chat, parce qu'il y a toujours des abrutis, quand je dis je me régale à voir la masterclass de Diaby et Nkunku, je dis pas qu'Nkunku joue à Leverkusen, mais je dis que quand je regarde les résumés de Bundesliga, j'aime bien voir les masterclass de ces 2 Français. Oh, il y a des gens, faut tous leur expliquer. C'est grave. Vraiment, il y en a. C'est le chat. C'est le chat. C'est comme ça. Ils n'ont pas la même perception. Donc, pour en revenir, Donny van de Beek, je crois qu'il a même pas 10 minutes en première ligue à l'heure actuelle. Donc, il entre à la 88e à chaque match. Et je crois qu'il a 45 minutes en LDC, un truc comme ça. Donc franchement, à l'heure actuelle, c'est un transfert à 45 millions d'euros. Le gars s'est pas du tout intégré. Il est même plus dans la discussion limite de est-ce qu'on pourrait le faire rentrer en cours de jeu ou pas. Je sais pas ce qui s'est passé parce que je sais que c'était pas non plus le plus talentueux à l'Ajax, d'accord. Il y avait des De Ligt, des De Jong qui crevaient beaucoup. Il était violent quand même. Mais il était quand même assez bon, tu vois, dans son rôle un peu hybride où de temps en temps il pouvait envoyer des appels, jouer sur des zones, etc. C'était vraiment très propre. Et à l'heure actuelle, pour être honnête, je suis extrêmement déçu de ce qui se passe pour lui à United et ça m'étonnerait pas qu'il parte ailleurs dès janvier. Bon, après, excusez-le, Zach, ce matin il s'est embrouillé sur l'autoroute, forcément il y a encore des petits relents qui restent. Mais non, en gros, j'ai dit que je regardais des résumés de match et je dis d'ailleurs, je me régale à voir les masterclass de Nkunku, Diaby. Bien sûr qu'on sait tous que Nkunku joue à Leipzig, ça va pas le. Tu sais, genre en mode. Non, mais après, il y a des mecs qui sont pris. Ah, la preuve qu'ils regardent rien, ils connaissent pas. Bah, mais gros, ça y a un peu. Zach, là, il va descendre, il va en attraper un bourre-pif. Ah ouais. Le premier qui va passer, bam, bourre-pif. Pourquoi descendre? J'ouvre le studio, il y a la régie juste là, une bagarre. Ah ouais, bagarre direct. Bruce Granek avec ses top et flops européens. Alors, top, j'ai mis le Nueve. J'ai hésité avec Salah. C'est vrai qu'il y a Lewandowski comme d'hab qui aurait pu être aussi peut-être dans la discussion, qui continue à marquer à tous les matchs, être décisif. Mais c'est vrai que Benzema, il est sur une autre planète. Jamais été aussi fort.
Bon, comme beaucoup, hein, mais moi, c'est un joueur que j'ai toujours adoré à Lyon déjà, qui avait quelque chose en plus, et sa progression, elle est complètement folle. Et je pense que Cristiano lui a fait beaucoup de bien au niveau de l'hygiène de vie, etc. Et on le sent physiquement, il est toujours au top, c'est pour ça qu'il n'est jamais blessé. Tu vois ses petites vidéos et tout, même chez lui, il a tout installé, il se prépare comme il faut. Donc, il n'y a pas de secret, et je pense que d'une autre manière, le départ de Cristiano lui a donné beaucoup plus de responsabilités et c'est devenu son club, son équipe. Ouais. Et du coup, bah là, il est en pleine possession de tout. C'est monumental. Voilà, c'est un joueur prise de balle exceptionnel. Même au niveau de la finition, on disait jeu de tête, tout. Il a beaucoup progressé. Voilà, il est beaucoup trop fort. Coup de cœur. Il nous en parle toutes les semaines en plus. Il nous en parle toutes les semaines, mais c'est la suite logique. À chaque fois, mes coups de cœur, c'est des équipes que je suis beaucoup. Et coup de cœur, Tonali. L'année dernière, j'aurais pu mettre Théo Hernandez en coup de cœur. Et retenez, Tonali, s'il continue comme ça, bientôt, ça va coûter extrêmement cher. Et beaucoup de. Le Real, quoi, pour Tonali, bientôt. Les top clubs seront dessus parce que je vois pas comment c'est possible autrement. Parce que Milan n'est pas un top club? Non, mais tu m'as compris. Voilà, c'est la provocation. C'est un top club historiquement. Et mon salaire divisé par 2. Ils sont. Le gamin. Ce sera pas de salaire. Là, et du coup, vu que Milan est sur la pente ascendante, c'est très bien. Mais pour le coup, c'est un vrai. Il a baissé son salaire. Il adore Milan, donc je pense que pas Donnarumma, quoi. C'est pas Donnarumma. Donc c'est pas dans ses projets de partir. Mais je pense que les clubs les plus puissants entre guillemets, ceux qui sont blindés, se mettront dessus, bien évidemment, parce qu'il sait tout faire et il est juste monstrueux. Donc, je touche du bois. J'espère qu'il n'y aura pas de pépins et qu'il va continuer comme ça. Et s'il continue comme ça, bientôt, on en parlera comme un crack, mais l'un des meilleurs à son poste. Sur crack, ok. Et puis en flop, le Barça. Flop assumé, on s'en doutait, etc. Mais je ne pensais pas que ça serait aussi catastrophique, entre guillemets, parce que là, on en parle, ils sont partis pour peut-être même pas se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. En championnat, c'est pas fou non plus, limite catastrophique. Donc voilà, on parle possiblement d'un Barça, on n'est même pas sûr qu'ils feront la Ligue des Champions l'année prochaine. Ils vont peut-être la faire, mais je pense qu'ils feront top 4. Oui, mais on n'en est pas sûr, tu vois. On commence parfois à se poser des petites questions. Et c'est vrai que ce club a été très mal géré ces dernières années. Et donc, ça se confirme. Comme quoi, pour certains, Messi était l'un des problèmes de cette équipe. Non, Messi était la solution de cette équipe qui, pourtant, avait aucune solution. Ça te donnait une mini-chance. Comme je dis tout le temps, l'arbre qui cachait la forêt. Parce que sans Messi, tu vois qu'il reste malheureusement pas grand-chose. Même s'ils ont cette chance d'avoir un vivier de jeunes joueurs. Des joueurs, on a vu qu'il y a Pedri qui est très jeune, qui est monstrueux, et Gavi, etc. Bon, tu as quand même des cracks qui pourront leur faire du bien, je pense, à l'avenir, mais il va falloir bien bosser et puis se tromper sur le recrutement, parce que là, c'est quand même la sauce pour eux. Bruce, franchement, tu brises le cœur des gens. Quand tu parles, quand tu dresses comme ça les bilans des clubs. La même chose. J'avais envie de pleurer, je suis même pas supporter du Barça. C'est un truc de ouf. Toi, tu pleures pas, toi, c'est un acteur. Toi, c'est bon. C'est un comédien. Arrête. Non, mais c'est vrai, quand tu. Va vendre des barbecues comme tu le fais si bien à la radio, là, voilà. Va vendre des barbecues. C'est vrai. Petites annonces qui il fait des pubs et tout. Mais tais-toi. Il écoute pas. Tu fais quoi samedi soir? Un barbecue, t'as pas oublié quelque chose? Quoi, les brochettes? La vie de ma mère. Braque, il dit quoi, les brochettes? Mais non, c'est des mythos. Non, c'est une pub pour Sam en fait. Il y a Koé, il arrive, il dit ouais, Braque, tu fais quoi ce week-end et tout? Et Braque, il dit je vais en soirée et je vais un barbecue. Et Koé, il lui dit t'as pas oublié quelque chose? Et Braque, il lui dit si, quoi, les brochettes? Et là, t'as Koé qui lui dit non, un Sam, Braque. C'est dur. Oh, Braque, cette vidéo sera ressortie pour de terribles mèmes. C'est une catastrophe, Bon, quoi, au lieu de m'afficher, vas-y, donne-moi. Allez, on y va. Bon, dans les tops, qui d'autre que le roi Robert, celui qui est maintenant depuis de bonnes années le meilleur joueur du monde. J'ai entendu Laurent Robert. Le roi Robert. Oui, mais moi j'ai entendu Laurent Robert. Ah oui, non, peut-être pas. Non, Newcastle, tout ça. Le roi Robert. C'est la période. Le roi Robert qui n'est autre que le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Alors c'est vrai que ça a été en balance évidemment avec Karim Benzema et puis à l'heure actuelle Benzema est meilleur. Et puis ça c'est une question de point de vue. Il est meilleur. Il est plus complet encore. Peut-être plus complet. Je suis pas sûr. Moi je le trouve plus complet. Bref, débat la semaine prochaine.
Débat la semaine prochaine. C'est quoi qu'il arrive, 2 championnats différents avec 2 équipes qui jouent complètement différemment, donc 2 rôles différents. Mais Lewandowski devant le but, c'est assez peu de déchets, sauf quand Kevin Trapp était sur une autre planète. Mais sinon, c'est très très peu de déchets. Dans le jeu, il a toujours le geste juste, le petit décalage pour ses coéquipiers. C'est un mec qui fait des stats indécentes sans penser à ses stats. Il donne énormément de ballons. C'est juste indécent et sincèrement pour moi ça serait. En fait, ce qu'il dit, c'est que c'est devenu normal ces derniers temps. Ouais, complètement. Donc c'est vrai que ça en parle légèrement. Ça perd de sa magie, mais moi, comme Messi, Ronaldo, ça serait sincèrement une offense au football que ce mec-là arrête sa carrière. On rappelle quand même qu'il a 33, il ne va pas jouer jusqu'à 40. Mais ça serait une offense au football que ce mec termine sa carrière sans avoir eu une récompense individuelle telle que le Ballon d'Or, parce que avec les saisons qu'il fait, la carrière au complet qu'il a pu faire, certes dans un championnat allemand où les défenses sont pas les meilleures du top 5, mais quoi qu'il arrive, il gagne la Ligue des Champions cette année, il aura le Ballon d'Or. J'espère de tout cœur que ce sera soit Robert, soit Benzema, parce que Benzema, bon, c'est quelqu'un que j'aime bien aussi, donc voilà, mais l'un ou l'autre, mais en tout cas, j'espère quand même que Lewandowski aura un Ballon d'Or. Ok, coup de cœur. Coup de cœur, bah voilà, je suis pareil que Bruce. Une affinité qui s'est créée avec Sandro Tonali. J'ai ponctionné le salaire de notre ami Zach. Ponctionné, il a dit. Pour toi, Mouchou. Ponctionné. Non, évidemment, Sandro Tonali. Bon, bah voilà, j'avais déjà raconté l'histoire par rapport à ce joueur. C'était une pépite sur FM à l'époque. C'est un joueur que du coup j'ai suivi quand il joue à Brescia et puis maintenant à Milan, que j'adore. Et voilà, il est en train de prendre une telle densité dans l'équipe en tant que tout, en fait. Le mec est capable d'être milieu relayeur, il est capable de se projeter vers l'avant, il arrive à récupérer des ballons à l'image du but qu'il met, c'était la semaine dernière, il y a 2 semaines, où il récupère le ballon contre l'Atalanta. Le deuxième but, c'est un jeune qui sait tout faire après des débuts difficiles à Milan. Et donc voilà, c'est mon coup de cœur parce que c'est un joueur avec lequel j'ai pas mal d'affinité. Donc quand un joueur avec qui j'ai de l'affinité fait une bonne saison, forcément, ça tombe vite dans les coups de cœur. Okay. Le flop. Et le flop, c'est la Juventus. Ah ouais. J'en avais parlé quand on avait joué un petit peu au jeu des pronostics et où j'avais parlé de la Juve en dehors du top 5. Ou même top 4, t'avais dit. Faut pas les enterrer quand même. Là, ils sont sur 3 victoires d'affilée. Moi, je les enterre pas, mais c'est quand même une équipe qui, à mon sens, a beaucoup de difficultés à retrouver une identité de jeu décente. Et je suis sincèrement inquiet pour la Juve parce que ce que je vois le week-end quand je bête sur leur match ou que je regarde des résumés me plaît pas particulièrement. Ils t'ont fait perdre des combis. Ah, ils m'ont niqué une paire de c'est pour ça qu'ils ont mis au flop, le bâtard. Mais voilà, donc on verra. C'est en tout cas j'attends beaucoup mieux d'une équipe comme ça. J'avais déjà eu ce discours il y a quelques semaines. C'est une équipe historique, c'est une des plus grandes équipes du monde et j'en attends forcément mieux. Ok, très bien. Je peux quand même donner le Napoli aussi. Pardon ? Le Napoli. C'est un gros début de saison. Ouais. Il aurait pu être dans les tops de quelqu'un. Moi, je suis honnête, je les sentais pas aussi bien. Et c'est vrai que c'est incroyable. Mais Spalletti, t'as l'impression que t'es un grand club, t'es un petit peu dans une période un peu chelou, tu le ramènes, c'est top 4. Il te relance quoi en gros. Non, mais t'as l'impression que toujours il va le faire top 4, Spalletti. Après, on va me sortir des exemples où il l'a pas fait, je dis pas le contraire, mais j'ai l'impression que c'est un peu tu vois, le bon club, enfin le bon entraîneur italien que tu ramènes. Je pense que c'est la seule équipe en Europe, dans les gros championnats, à avoir fait le perfect, je pense. Je crois pas, personne le PSG l'a pas fait. Milan, ils ont tout gagné, un match nul, mais eux, full win. Non mais très bien, c'est noté. Moi je vous donne mes top flops. Du coup, en meilleur joueur, vous les avez cités, Benzema et Lewandowski, en vrai, c'est les meilleurs et de loin, il n'y a pas à dire. Mais c'est vrai que ça là, il faut quand même le noter. Il fait un début de saison qui est fantastique. C'est vraiment le détonateur en fait de cette équipe de Liverpool, en attaque en tout cas. Je pense par exemple que Mané n'est pas au niveau de Salah à l'heure actuelle. Ça va un peu mieux, moi, je trouve. Non, ça va mieux. Ça revient légèrement. Je compare les deux. Je compare les deux et vraiment, Salah, c'est celui qui porte cette équipe en attaque. Mais Liverpool, encore une fois, ça me permet aussi de parler de Liverpool au travers de Mohamed Salah. Je pense que c'est
cette équipe, elle est vraiment en train de revenir et encore une fois, il va falloir compter avec eux parce que tu sens que ça tourne mieux. Ils ont retrouvé leur identité. Quand on vient juste de parler d'identité, Liverpool, je recommence à voir ce qui a fait la force et le charme de cette équipe. Ils retrouvent leurs joueurs, ils retrouvent beaucoup de choses. Et quant à ce Salah-là, je ne sais pas s'il fera la saison, c'était quoi, 2016-2017 2017-2018 qui nous avait fait où j'avais osé le comparer à Messi, très honnêtement. Franchement. Ça, par contre, c'est des choses à pas faire. Non, mais dernière fois. Tu compares personne à Messi, que tu dises que Salah est un crack absolu en ce moment et depuis quelques années l'un des meilleurs joueurs au monde, pas de souci. Mais on le laisse de côté. Par rapport à ce qu'il avait fait, on avait tous été impressionnés, c'est honnête. Donc ouais, en tout cas, très gros début de saison de Salah. J'espère pour lui que ça va continuer. Je pense qu'on était beaucoup à avoir été un petit peu frustrés parce qu'il y a un moment donné où il s'était un peu perdu, je trouve, où il était devenu un peu individualiste, où il donnait moins les ballons, je sais pas, il gueulait limite sur les autres. Mais là, ouais, on retrouve un Salah qu'on aime voir, un joueur T'avais comparé très Salah généreux. Messi. Pardon ? Tu t'avais comparé ça? Ouais, j'avais dit, je trouve que ce qu'il propose, parfois, ça me rappelle un peu Messi. Parfois, il partait tout seul, il faisait des... Tu peux pas récupérer son salaire, lui aussi? Ça va, j'ai pas dit que c'était Messi. Coup de cœur, les amis, je sais pas si ça vous étonne, mais c'est Vinicius. Parce que cette saison, c'est marrant, t'as la sensation que ça peut partir de là. Déjà sur la saison dernière, sur la fin de saison dernière, on l'a vu en Ligue des Champions. Ton équipe plus de champs, toi. Il a dû faire du sale, non? Mais c'est un projet. Du bon. Ouais, c'est un projet. Pour ça, ouais. Non, mais honnêtement, depuis la fin de saison dernière, tu sens que le mec il a changé très clairement. C'est plus le même joueur. C'est un joueur qui commence à se trouver sur le terrain. Je pense que Benzema y est pour beaucoup. Benzema il aide énormément sur le terrain et ça se voit. Et il y a un truc avec lui en fait. C'est un peu, on a tous un peu joué au foot, voilà, au stade ou je sais pas où. Il te fait penser à ce mec qui est trop fort mais qui fait n'importe quoi et t'as toujours envie de le recadrer. Tu peux pas t'énerver contre lui en fait parce que tu sais qu'il est fort et qu'il a toujours la banane, mais il fait n'importe quoi. Qui me rendent le plus ouf, ça. Ouais, mais moi ces gars-là, j'ai envie de les aider. J'ai envie de leur dire putain mec, fais ça, fais ci, fais ça, tu vois. Et Vinicius, je le ressens comme ça. Excuse-nous, Pep. Bah oui, c'est ça. Et j'ai la sensation qu'il est en train clairement d'y arriver. Et j'espère que ça va continuer comme ça parce que c'est un super joueur en vrai. Et en flop, comme Bruce, je vais pas épiloguer, le Barça. Tu les as jamais aimés, toi? Je l'avoue. C'est la première fois qu'il a dit. Ah, mais au moins, au moins. Mais il les a jamais aimés, lui. Hein. Il les a jamais aimés. Si tu peux leur mettre un petit taquet comme ça quand ils sont au plus bas, tu le fais. Non, mais honnêtement, là, on va pas se mentir, il le mérite là. En ce moment, c'est n'importe quoi. C'est un champ de ruines le Barça à l'heure actuelle. Même je l'ai dit. En plus, souviens-toi ce que j'ai dit la dernière fois, Bruce. J'ai dit que le Barça, moi, j'aime bien quand ils sont forts parce que si ton ennemi juré, il est au sol, qu'est-ce que tu fais? Tu t'ennuies. Donc voilà. Moi, j'ai envie de les voir forts. Les Bruce, ils sont à terre là. Va pas se mentir. Ils sont nuls. Tu sais que Frère, ils sont nuls. Hein, t'as dit quoi? J'avoue. Il a les larmes aux yeux. Il est mort. Franchement, je les déteste. Non, mais qu'est-ce que je te dis? Il y en a d'autres qui détestent. Ils sont horribles. On a réussi sur une équipe. Bientôt, on aura le fin mot de l'histoire sur les autres. Moi, chaque fois que vous m'avez dit j'aimais pas un truc, je l'ai toujours assumé. J'aime pas le Barça. Je déteste cette équipe. C'est comme ça. Zal. Les top et flops de Zal, bien sûr. Pourquoi il y en a, vous dites 8-2 alors que... Mais les gars, j'ai jamais compris ceux qui disent 8-2 alors que le Barça, il leur avait mis 6-1, mais ils réfléchissent pas. Bruce rentre pas dans la polémique. Mais non, mais c'est vrai. Il te provoque. Ils savent que t'es un grand supporter du Barça, ils te provoquent. Ouais, je suis pas un grand supporter du Barça, je suis un supporter de Messi. Moi. Ah, pardon, excuse-moi. Top de Zal, Benzema en top, ça vous rejoint. Coup de cœur, qu'est-ce qu'il nous a mis CR7, ah bah ouais, franchement, ça fait plaisir. Ouais. Les buts décisifs dans les dernières minutes. Mérité. Et le flop, c'est Griezmann. D'accord, ça vient après le débat qu'on a fait tout à l'heure. C'est drôle. Il est dur. En flop, c'est dur. Il y a eu combien de matchs depuis qu'il est revenu? Par contre, sur son retour à Atlético, crois-moi que c'est beaucoup plus proche du niveau de Jérôme Roten que de Griezmann. Sauf là, contre Milan, il a marqué dans un match. Tu parles de Roten, Ligue des Champions, finale et tout. Roten, Ligue des Champions, c'était quelque chose. C'est pour ça dépend quel Roten. Je te parle Jérôme Roten dans ses 60 dernières minutes. Ça va, je rigole, je te jure. Ah, le gamin. Non, vraiment, je vanne, c'est pas méchant. En plus, j'aime bien Griezmann, je te jure, c'est pour vanner. Désolé, il n'y a aucune pertinence dans ce que je viens de dire, c'était juste pour troll, juste pour rigoler. C'était juste pour rigoler, désolé. Il joue où d'ailleurs? Il joue à 3, je crois, non? C'est ça? De qui? Il joue en Ligue 2 à 3, Jérôme Roten, il me semble. À la fin? À la fin, ouais. À 3, je crois, il me semble. Mais avant aussi, il a été mais il a formé eu là-bas. des périodes à Monaco où il était bon de son côté quand même. Il faisait des choses. Il a fait 3 Monaco, Paris 3.
C'est ça, ok. Quant à la science. On a tous les top et flops. On vous fait gagner des free bets, les amis. La question va apparaître à l'écran, bien entendu. Vous connaissez la rengaine. C'est sur le chat qu'il faut répondre et le plus rapide repart avec ces free bets offerts par notre partenaire, bien sûr, qu'on remercie. C'est la même année que moi. Ah bah voilà, exactement. Il a fait quand aussi, c'est vrai. Quelle est l'année de naissance du milieu espagnol, Gavi? La même année? Il est né la même année que toi, Gavi? Oui, oui. Ah d'accord, ok. Très bien. Je ne relève pas. On avance avec le sujet de la semaine. Les amis, je vous propose de le faire assez court, le sujet de la semaine, vu qu'on a pris beaucoup de temps sur la Ligue des Nations. Mais c'est un sujet de la semaine que je voulais qu'on fasse, parce qu'évidemment, il y a un joueur français qui surnage en ce moment, il faut le dire, c'est Christopher Nkunku. Il est très très fort en ce moment. C'est à base de triplé, à base de doublé. C'est encore une fois... le joueur de Leipzig. Du coup, je vous propose d'en parler juste après ce petit jingle. Donc voilà, vous avez vu la question, il est en état de grâce. Clairement, il marque des buts. On a vraiment l'impression qu'il a passé un cap avec Leipzig. Pour vous, où est-ce qu'on en est avec Christopher Nkunku? Kanto, est-ce que tu penses que ce joueur peut désormais durablement intégrer l'équipe de France et être une sorte d'alternative, voire même un vent de fraîcheur dans cette équipe de France? Est-ce que c'est un bon joueur? La réponse est oui, évidemment. Est-ce que c'est un joueur qui a franchi un cap, qui a progressé? La réponse est oui. Est-ce qu'il peut aller en équipe de France? Oui. Après, est-ce que c'est un joueur qui peut devenir un leader dans une grande équipe? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. C'est vrai que réussir dans une équipe comme Leipzig, c'est déjà une très bonne chose. Réussir dans une équipe comme le Bayern, par exemple, c'est quelque chose d'encore différent. Sincèrement, je n'ai pas vraiment de réponse à ce sujet parce que premièrement, je ne regarde pas la totalité des matchs de Leipzig et j'ai pas assez de grains à moudre ou de matière pour pouvoir parler correctement du cas Christopher Nkunku. La seule chose que je peux dire, c'est que voilà, c'est un bon joueur qui a énormément progressé et qu'on sait que quand tu as des joueurs qui sont sur la pente ascendante, on ne sait jamais où ça va s'arrêter. Parfois, ça peut s'arrêter avec un transfert et derrière régresser tout au long d'une carrière. Et parfois, c'est des joueurs qui peuvent exploser. Il y a beaucoup de monde clubs là qui sont en train de se positionner. C'est pour ça qu'on aura la réponse. Après, si ta question c'est par rapport à l'équipe de France, évidemment qu'il peut prétendre à l'équipe de France. On voit que Didier Deschamps a pris par exemple Moussa Diaby. On peut tout à fait envisager de voir Nkunku. Surtout avec la saison qu'il est en train de faire et dans la forme qu'il est, c'est vrai que c'est limite assez incompréhensible qu'il n'y soit pas. Pourquoi pas l'essayer? Mais voilà, jusqu'où il peut aller, sincèrement, c'est difficile de répondre. Après, il a le rôle un peu d'un milieu offensif, des fois d'un deuxième attaquant, etc. Moi, la seule chose que j'ai par rapport à lui, et ça dépendra uniquement de lui, à l'heure actuelle, je pense que je n'ai pas la réponse, en tout cas, même si je l'ai pas mal vu, c'est que c'est un super joueur. Vraiment, c'est un super joueur, il n'y a rien à dire. Mais c'est un joueur qui joue dans une équipe et dans un championnat où il y a de l'espace. Et donc, arriver dans les plus grands clubs du monde, et ça, c'est la réalité qu'affrontent beaucoup de joueurs et ce qui fait qu'à des moments ils vont pas réussir, même s'il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent faire qu'ils ne réussissent pas. Beaucoup les blocs bas. Arriver dans une grosse équipe, tu joues des blocs bas, tu as moins de temps, tu as moins d'espace, c'est beaucoup plus Comment chiant. Tu réagis? Et c'est beaucoup plus dur, même à aborder footballistiquement parlant. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui vont s'exprimer quand il y a de l'espace, il y a des joueurs qui vont s'exprimer dans des configurations et qui sont bons dans ces configurations-là. Est-ce que Christopher Nkunku sera super bon en imaginant aller dans un, j'en sais rien, c'est dans un Real, dans un City, un Liverpool, un truc comme ça. Bref, je sors des noms au hasard. Bien sûr. Il peut aller, mais tu le mets là-bas. Est-ce que face à deux lignes bien resserrées qui campent dans ses 30 mètres et qui jouent en transition, est-ce qu'il va briller comme à Leipzig, où Leipzig eux-mêmes savent jouer en transition, mais aussi rencontre des blocs où il y a 40 mètres d'espace derrière le défenseur et où quand il reçoit le ballon, il a 2 secondes de plus pour choisir ce qu'il veut faire que quand il sera dans un plus grand club. Et c'est une des seules choses qui peut me faire douter et me faire dire, franchement, je sais pas. C'est-à-dire que je pense qu'il a le talent, en tout cas de ce qu'on a vu, pour pouvoir aller dans un grand club. Maintenant, est-ce qu'il va réussir là-bas, dans une configuration où il y a moins d'espace? Je sais pas. Oui, en fait, c'est ça. On est un petit peu dans l'expectative parce qu'en vrai, on voit très bien qu'il a le talent, on voit très bien qu'il a une certaine facilité, mais que, bien sûr... Mais après, ça, c'est comme pour tous les joueurs. Finalement, quelque part, il faut qu'on te donne ta chance. Bruce, toi, tu rejoins un peu Zach? Tu rejoins un peu Zach ou tu as une autre lecture encore, toi? Non, après, je sais pas, c'est vrai que c'est un joueur qui est dur à cerner, tu vois, qui peut être polyvalent, t'as l'impression qu'il peut faire beaucoup de choses. Après, moi, ce que je disais, même plutôt à Paris, machin, même quand il y avait trop de monde, le peu de temps de jeu qu'il avait, je le trouvais intéressant. Ouais, il montrait toujours quelque chose. Moi, je disais, c'est dommage quand ils l'ont vendu, enfin, c'est dommage, c'est peut-être mieux pour lui, parce qu'au moins, il jouera plus, mais je le trouvais intéressant. Donc, pour moi, sa progression, elle est logique. Mais c'est vrai que là, il commence à... Bon, après, à voir si c'est pas une dynamique de ouf, parce que des fois, il y a des joueurs, ils scorent 10 buts sur quelques matchs, et après, ça se retasse un peu. Mais
Mais s'il prend une autre dimension et qu'il se met à marquer de plus en plus et régulièrement, c'est intéressant. C'est un joueur qui peut faire pas mal de choses, qui a l'air intelligent, qui a la tête sur les épaules en plus. Moi, honnêtement, c'est un joueur qui est dur à cerner, mais qui m'intrigue. Ouais. J'aimerais bien voir ce qu'il peut donner. C'est pour ça que la question, c'est jusqu'où est-ce qu'il peut aller. C'est ça la question. C'est dur à voir, mais pour moi, en tout cas, il mériterait aujourd'hui d'être appelé dans le groupe France. Voilà. Après, je ne dis pas forcément titulaire ou quoi, mais il mériterait d'avoir sa chance. Et il y a sur les derniers joueurs qui ont eu leur chance, regarde, par exemple, tu vois Tchouaméni, tu vois Hernandez, etc. C'est plutôt bien passé. Il y a eu des bonnes pioches. Donc, pourquoi pas. Après, de toute façon, j'ai le sentiment, comme je disais un peu plus tôt, qu'il ne va pas rester très, très longtemps à Leipzig avec ce qu'il est en train de faire. Parce que je voyais beaucoup de gros clubs qui était en train de se renseigner sur lui. Donc ça aussi, c'est quand même intéressant. Donc on verra très bientôt. Mais moi, quelque chose me dit que ça sera peut-être jamais le joueur dont tu parleras tout le temps, machin, ou 1000 plus en avant, mais ça sera un joueur précieux, tu vois, sur qui tu peux compter. Moi, je pense que c'est un très bon joueur. Moi, faut que je vois, tu vois, c'est un joueur qui évolue bien entre les lignes, qui a une bonne qualité de passe, bonne qualité technique, qui même à des moments lui-même peut envoyer des appels, tu vois. Moi, voilà, c'est le seul. Moi, je reviens sur le doute que j'ai. C'est vrai que face, comme j'ai dit, à des défenses regroupées, 4 matchs sur 5, etc., dans des clubs où il y aura peut-être moins de responsabilités aussi par rapport à Leipzig. Faut voir. Parce que par exemple, quand je dis ça, je vois que certaines personnes m'ont dit dans le chat, ouais, mais il a mis un triplé contre City. Bon, moi, je parle de jouer face à des défenses regroupées, ils me disent qu'il a mis un triplé contre City. Bon, contre City, quand il a Leipzig, il y a de l'espace. Ah, mais déjà, même avec espace ou pas, c'est quand tu joues City, c'est déjà. C'est pas facile. Tu vois, c'est quand même des bons présages, on va dire. Mais c'est pour ça que de base, je dis que c'est un bon joueur. Mais dans la configuration dont je parle, c'est pas exactement la même chose. Tu me diras, il y a Maxwell Cornet qui aime bien City aussi. C'est vrai. Non, mais ouais. Écoutez, non, mais franchement, vos arguments sont intéressants. Moi, personnellement, je pense que ce joueur, je le sens prêt, en vrai. Je le sens prêt parce que il est. En fait, c'est vrai que l'Allemagne, bon, on va pas se mentir, c'est un championnat justement qui amène ça, qui te pousse à attaquer, où t'as plus de liberté, en fait. T'es voué, limite, quand t'arrives en Allemagne à attaquer. Donc, forcément, lui, ça le met en avant. Après, le mec, il a quand même répondu. Le triplé contre City, c'est pas non plus anodin. Faut aller le mettre. Si derrière, il se prenne une gifle, c'est une énorme perte. Dit nous-mêmes, il est complet, même de la tête. Il sait tout faire. Il peut mettre quelques buts et tout. On n'a même pas parlé de ses coups francs aussi. Il a une qualité sur coups francs. Il est complet, il peut s'adapter. Hein. Voilà. Donc non, moi c'est un joueur. Je sais que parfois même, je peux avoir tendance à vous saouler avec lui, mais en vrai, moi ça me plaît ce que je vois et je sais pas, je vois une belle trajectoire en tout cas qui peut se dessiner. Donc bon. Ah ouais, après il y en a qui vont me parler de Grealish, mais les mecs, Grealish, il est dans le plus grand championnat du monde. Non, il arrive dans la meilleure équipe du monde. Il vient d'arriver, les gars. Calmez-vous avec Grealish. Molleton à Nkunku. Mais arrête. La vérité, Nkunku, je préfère 100 fois Nkunku à Gros Molleton. Mais arrête. Mais Gros Molleton, il est prévisible à 10 km. C'est bon, moi j'en peux plus. Non, alors ça je te rejoins. Il a une bonne patte, ce que tu veux, mais il est prévisible. Ça je te rejoins, Bruce. J'avoue, il va falloir qu'il commence à varier un peu parce que le crochet droit à chaque fois. Non, moi la vérité, je préfère Nkunku, la vérité. Non, tu verras Grealish. Moi, tu vois, sans dire que c'est exactement les mêmes joueurs, ça m'étonnerait pas qu'un Nkunku dans un gros club rencontre à un moment les mêmes problèmes que Grealish peut avoir à City à l'heure actuelle. Ou Grealish, c'est plus dur. Grealish pouvait. Il a plus d'armes, je trouve, non, Nkunku. Peut-être, mais où Grealish pouvait totalement être bon avec Aston Villa, où effectivement tu vas pas toujours être haut, où tu vas avoir de l'espace et où ta qualité de créateur peut tu vas s'exprimer, et où face à City, t'es foutu sur le côté, t'essayes d'exister entre les lignes, mais ces lignes-là, c'est un trou de souris, donc ça m'étonnerait pas qu'il rencontre des difficultés similaires, mais à tous les coups, il peut totalement réussir, et ce que j'ai dit, c'est caduc, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit, j'attends de voir. Ouais. C'est son Gros Molleton là. Non, mais moi, c'est grave, c'est sur mon Gros Molleton. Moi, je dis pas que c'est un mauvais joueur. Il a une patte, c'est tout. Il a une bonne patte, mais sur le reste, je trouve je vois rien de fou furieux, quoi. Bon, allez, c'est noté. On referme ce sujet de la semaine et on avance avec la chronique CIC Jingle. Bon, Quentin, on a une petite dizaine de minutes pour faire cette chronique. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Alors, le sujet principal du jour, ça va être le rôle du coach dans l'e-sport. On en avait parlé dans les semaines précédentes. Est-ce que c'est est-ce que c'est un rôle qui va réellement apporter un plus aux joueurs, ou est-ce que c'est simplement une sorte d'emploi fictif ? On va avoir la réponse juste après. Pourquoi il y a toujours la photo de l'autre fraude derrière ? J'aimerais bien comprendre derrière lui, là. T'es jaloux, Braco ? Non, mais pourquoi il y a toujours...
Hein? Elle est belle la photo. C'est fou quand même. Moi, j'ai rien demandé. Ouais, mais je comprends pas. Bon, vas-y, Kanto, les news. La prochaine fois, mettez la photo de Braque à la GA comme ça. Non, mais regarde, à chaque fois, il y a sa photo. C'est dans le thème parce que c'est à l'époque où il était compétitif. Il est encore fort aux jeux vidéo. Exactement, un bon joueur de FIFA. On va commencer par les news parce que lundi à Monaco, on a vu la finale de la LFL, sponsorisée notamment par le CIC. Et c'était la K-Corp qui évoluait face au Misfit premier. Alors évidemment, la K-Corp qui avait été double sacrée aux EU Masters, c'est cette fois incliné en finale de la Ligue française, évidemment de League of Legends, dans un événement qui a d'ailleurs été très très réussi. J'ai toujours adoré, ça n'a rien à voir, mais j'ai toujours adoré le logo de Misfit. Avec le lapin. C'est vrai. Il est propre. J'ai toujours kiffé, je connais pas trop l'autre, mais ce logo, j'ai toujours kiffé. Il a petit flow. Très joli. On en a parlé en mai dernier, on a eu le championnat de France Ligue 1, on avait eu Fouma et Leandro Peixoto qui avaient été sacrés au sein de la structure Atlantide Wave qui avait noué un partenariat avec le Football Club de Lorient. Et bien, figurez-vous que le FC Lorient est venu les mettre à l'honneur puisque lors de l'avant-match face au LOSC, les deux joueurs sont rentrés sur la pelouse pour donner un coup d'envoi fictif, de bons souvenirs pour les deux joueurs à l'avenir. Et on va rester encore une fois sur FIFA parce qu'on a encore une news à ce sujet-là. On a eu un match entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain et on a eu un avant-match entre un joueur de l'Olympique Lyonnais de la section e-sport, Amadezer, qui a joué face au joueur parisien Nkanté, le tout accompagné par AF5. Vous le reconnaissez, encore un moyen de montrer que l'e-sport prend de plus en plus d'importance dans les derbies et que c'est l'occasion aussi de pouvoir avoir un petit peu plus de rivalité. Et combien au sein des clubs. Alors là, je l'ai absolument pas. Alors là, Victoire d'Nkanté. Il a sorti une news d'un mois. Ça c'est. Oh la news. C'est pas ma guerre ça. Victoire d'Nkanté. Victoire d'Nkanté, évidemment, Zach, quand même. C'est Nkanté. On aura pas gagné sur FIFA. C'est meilleur. Non, Nkanté, il a osé me tailler juste avant en me disant quand il était compétitif. Ah, c'est l'OL qui a gagné. Bon, bah. Moi, c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette. En plus, on te donne de mauvaises news. Bah ouais, c'est l'oreillette. C'est Jean, ça, je vais l'attraper. On va parler d'une dernière news avec un résultat un petit peu plus récent, puisque effectivement, Zach, tu étais là hier. Un gros streamer, Amine Mathieu, a organisé un tournoi de Five, dénommé le Five Club, sur Paris, avec beaucoup d'équipes, beaucoup d'influenceurs. On avait notamment l'équipe à Kameto, la Kameto TV. On avait des gros influenceurs d'internet. On peut penser à Grim, on peut penser à Zach Nani. Il nous a même pas placé quand. Ah ouais, j'avoue, je suis déçu. Billy, alors, je pouvais pas vous placer pour la simple et bonne raison que j'ai été prévu à la dernière minute. Donc c'était. Quand même. C'était Zach, t'aurais pas pu nous placer. J'étais pas capitaine. Zach n'était pas capitaine, mais Zach était dans les cages et a fait notamment une très belle performance dans un tournoi où il y avait quand même 10 000 € de cash prize et où c'est la team. Attends, il y avait du cash prize? Ah oui, 10 000 € de cash prize. La taille du rat, quoi. La taille du rat. S'il te plaît, Zach, place-nous. La dernière fois, on se fait une équipe, une bonne équipe. T'as ma parole. Si je peux faire une équipe, on fait une team hors jeu, on y va. Avec Zal en coach mental. Il l'a mis dans le côté. Juano, il nous rejoint, on va faire une belle team. Ok, vas-y, on va mettre des joueurs de peloton. Crois-moi qu'on va se taper pour les 10 000. Il y aura une petite prime comme ça pour les émissions, tu vois, derrière. Attends, je vais vous financer la prime avec le cash prize. C'est un ouf. Je déteste. Et Kanto, 130 000 viewers. Un tournoi Five Cup qui a mine de rien réuni plus de 140 000 spectateurs c'est incroyable. en simultané. Ça a été un vrai bel événement pour un tournoi qui a été remporté par la team JL. Au final. Okay. On va passer au sujet de la semaine à présent. On va parler de ce rôle de coach dans l'e-sport. Et Bruce, je vais te laisser un petit peu nous en parler, nous présenter ce rôle de coach. C'est dommage que Zal ne soit pas là avec nous aujourd'hui, mais c'est vrai que toi, tu as côtoyé Zal qui, tout au long de ta carrière, t'a suivi aux côtés de Braque. Mais c'est vrai que lui avait plus ce côté de coach. Ouais, non, mais Braque aussi est bien placé pour en parler, excusez-moi. C'est vrai que c'est toujours important d'avoir quelqu'un, comme je dis tout le temps. Alors oui, tout à l'heure, tu as parlé d'emploi fictif, parce que ceux qui connaissent pas trop le milieu vont peut-être dire ça, mais en vrai, tous ceux qui ont fait des compétitions, etc., savent qu'il faut être bien accompagné.
et que c'est tellement important parce qu'il y a un parallèle à faire avec le sport tout court, parce que quand tu es focus dans ton match, bah, tu es un peu dans ta bulle et tu te rends pas compte de tout, donc c'est toujours bien d'avoir des gens de confiance autour de toi qui te connaissent bien, qui connaissent bien le jeu et qui vont t'aiguiller, te donner des conseils à certains moments clés. Ça peut vraiment faire la différence, que le mental, c'est déterminant. On parlait de l'équipe de France par exemple avec Pogba qui arrive souvent à remotiver tout le monde. Voilà, parfois, tu n'es pas dans ton match, tu joues mal, les bonnes paroles au bon moment, et puis ça peut te réveiller et te faire gagner un match ou une compétition. Donc voilà, moi, Zal était très important en ça, parce qu'il me connaissait par cœur, il connaissait bien le jeu, mais aussi il me connaissait par cœur, donc il savait ce dont j'avais besoin au bon moment. Braque, tu y crois vraiment, toi, sur le rôle de coach? Tu penses que ça a un réel apport? Mais c'est pas que j'y crois, c'est que j'ai vu le rôle de coach justement à l'œuvre, et j'ai vu que ça avait un impact en fait sur les joueurs. Et c'est pas pour rien si à chaque fois dans les compétitions, tu vois que les mecs ils viennent avec quelqu'un de confiance, quelqu'un avec qui ils ont une forme d'affinité qui s'exprime en fait au travers du match, parce qu'en fait quand les mecs sont dans leur match et qu'ils ont une personne qui les connaît par cœur, en fait, cette personne, elle est capable de dire à ces gens-là qu'est-ce qu'il faut faire à tel moment, comment il faut se remettre en question pendant le match, qui il faut faire rentrer. Enfin, tu vois, le coach, il est ultra important parce qu'il te permet, toi, quand tu es dans ton match, de complètement te concentrer plus ou moins que sur ton jeu. Et le mec, derrière, il va te rappeler les choses. Et ton cerveau, il n'a pas besoin justement de se concentrer sur ça. Du coup, ça lui enlève une charge en plus. Donc oui, on l'a vu. Et je parle même pas des jeux comme League of Legends, Zach, qui pourrait parler de Call of. Le coach, pour moi, il est vital en fait, parce que c'est un élément qui permet aux joueurs en fait de se concentrer pleinement sur ce qu'ils ont à faire sur le terrain. Et c'est pour ça que pour moi, c'est indispensable. Zach, tu as un avis là-dessus par rapport aux analyses, aux stratégies? C'est le coach qui doit aider aussi là-dessus? Le coach, ça dépend si c'est dans une équipe ou un joueur individuel. Je pense que là, par exemple, vous avez parlé pour Bruce qui est un joueur individuel, mais pour une équipe, le coach, c'est celui qui va pouvoir prendre des décisions, celui qui va pouvoir aider tactiquement, stratégiquement, tu vois, parlant. Genre, par exemple, sur League of Legends, les coachs, ils vont aider à faire les pick et ban, choisir les champions, tout ça, machin, aidés par des mecs qui vont l'aider à l'analyse et tout ça. Bref, tu vois, il fait pas que ça, mais c'est plutôt pas mal parce qu'il y a un côté mental, mais il y a un côté également choix. Et on en parlait il y a quelques années, c'était un avis, mais l'e-sport va devenir à terme comme le sport. Moi, ça m'étonnerait pas du tout maintenant, ou en tout cas chez Vitality, c'est déjà ça, par exemple, pour leur section CS, où tu as un coach et c'est le coach qui fait les choix, tu vois. En mode, lui dehors, lui oui, lui non, lui oui, lui non, lui ça pourrait être intéressant, ça, machin. Et c'est quelqu'un qui, en plus d'avoir bien sûr un boost mental, etc., évident, a également une part dans la réussite en connaissant le jeu et via des choix qui vont être plus de l'ordre du tactique, etc. Et ça c'est très important. Donc pour moi, le coach à l'époque, on n'avait pas forcément besoin. C'était encore, ça balbutiait, tout ça, machin. C'était un petit peu bizarre. Il y avait beaucoup de gens qui étaient en autogestion, mais en 2020-2021, c'est un des facteurs de performance totale, comme la bonne hygiène de vie dont tu as parlé la semaine dernière, tu vois. Exactement. Bruce, on en a parlé justement dans les semaines précédentes. On voit qu'il y a de plus en plus de sportifs qui s'investissent dans l'e-sport. Est-ce que tu penses que dans ce rôle de coach, ils pourraient y trouver quelque chose, notamment parce qu'ils ont été formatés pour être performants, pour gagner psychologiquement? Est-ce que tu penses qu'ils peuvent vraiment apporter un plus? Ouais, parce que comme tu l'as dit, ils ont la culture de la gagne. Puis ils savent ce que c'est d'être costaud mentalement notamment. Et puis voilà, il y a beaucoup de similitudes. C'est ce que disait Zach. On se rapproche de plus en plus du sport traditionnel avec un staff derrière, etc. Chacun son rôle. Donc voilà, c'est des personnes qui sont passionnées et qui connaissent ça par cœur. Donc et on le sait, même au foot, tout le mental conditionne énormément de choses. Donc ça, c'est des personnes qui ont touché un petit peu à tout et qui ont eu beaucoup d'expérience. Donc bien sûr, qui peuvent apporter pas mal de choses à ce niveau-là. Braque, il existe des plateformes comme Gamers Coach par exemple pour être coaché, ou encore la PSG Academy. Tu notes, Braque, t'inquiète, t'as besoin d'un coach, tu peux noter tout ça. Mais tu y crois toi au fait qu'aujourd'hui un joueur lambda puisse prendre des cours avec des joueurs professionnels qui pour le coup se muent exceptionnellement dans ce rôle de coach? En fait, moi, je pense qu'un joueur lambda, oui, moi, je pense que c'est utile parce que ça va lui permettre en fait de comprendre et de entre guillemets se débarrasser des choses un petit peu parasites, parce que tu sais que parfois, quand il y en a qui jouent à FIFA, ils vont faire des trucs qui servent pas à grand chose, ou alors sur League of Legends prendre des champions qui sont pas méta ou des champions qui vont pas leur apporter grand chose dans les parties. Donc, je pense que avoir des mecs qui vont venir leur expliquer clairement ce qu'il faut faire et ce qui marche pour optimiser une performance, je pense que c'est cool. Après, on parle de joueurs amateurs, on parle de joueurs lambda. Moi, je suis quand même de cette école qui pense que
tout peut arriver, il peut y avoir des mecs qui se révèlent, mais il y a quand même un certain talent à avoir de base. Il y a des facilités que certains ont. Bruce, il avait une facilité que beaucoup n'avaient pas, et c'est pour ça que derrière, il a tout pété, parce qu'il a été bien entouré, parce qu'il y avait Zal, parce que voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il faut quand même un minimum. Si dire parce que j'étais là. Non, mais non, mais pas du tout. Mais non, mais c'est pas le plus important là. Je pense que il faut quand même un minimum si tu veux faire de la compétition à très haut niveau. Tu vois, il y a une base à avoir. Si tu l'as pas, c'est compliqué. Mais si tu veux juste progresser et devenir meilleur dans ton jeu et face à des gens avec lesquels tu joues de manière régulière comme ça, bah c'est pas inintéressant quoi. Bon, on est tous d'accord pour dire que finalement ce rôle de coach n'est pas simplement un emploi fictif, mais que le coach Par contre, le tien, on se pose des questions. On peut se poser des questions. Mais que le coach a une part importante dans les performances des joueurs, en tout cas, cela peut aussi dépendre des jeux. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique avec le CIC. C'était beau, Kanto. Très beau. Il est bon, Kanto. Bon, en tout cas, les amis, on arrive sur la fin de cette émission. Alors, pas de quiz ce soir. Je suis désolé, c'est de ma faute. J'ai un petit impératif pour après l'émission. Hein. Arrête. Je m'auto-taille et derrière, tu m'enfonces. Bruce, ça va. Bien raison. C'est de ma faute, mais la semaine prochaine, je vous promets un petit quiz sans problème. Je sais pas pourquoi c'est affiché ça derrière. La chronique, les frérots, qu'il fallait la passer. Moi aussi, là. Mais moi, je suis sérieux. Va falloir leur enlever des points là. Mais je suis d'accord. Ils font l'apéro, ils se massacrent là-bas à l'intérieur ou quoi? Ah ouais, non, mais là j'ai pas compris. Ah, on a aussi un jingle pour Pronogate. Bah, let's go, jingle. Oui, il y a le Pronogate. Allez, on se regarde le classement. Le classement du Pronogate par rappment au match de Nations League qu'on a pronostiqué. Qui a bougé? Qui a pris des poinns? On découvre ça à l'instant. Aïe, 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 Bruce qui se rapproche. Bah ouais, j'avais mis match nul, Belgique. De la zone rouge. France. Il n'y a pas eu de combi la semaine dernière, bien entendu. Il n'y avait que des scores à trouver. J'ai eu raison sur mes deux résultats. J'ai mis Espagne et France. C'est vrai que Zach qui se rapproche. J'ai pris plus 2 ou pas? Parce que je crois que j'étais déjà. T'avais mis quoi? J'ai mis Espagne et France gagnant. Espagne et France. Ouais, donc t'as pris des points. Nous, on avait mis nul, je crois, Bruce, pour la France. Moi, j'avais mis nul, France-Belgique. France-Belgique, ouais. Et du coup, Italie-Espagne. J'ai 3 points de retard sur toi alors que j'avais déjà 3 points de retard. Ah, mais j'ai pris un point aussi, je crois, ici. Fraude de la part Il y a toujours des erreurs. Moi, je pense qu'il me manque 2-3 points, là. C'est Zach qui a bien pris, du coup, sur cette semaine. J'ai eu raison à mes deux, ouais. Un trio de tête qui se dessine, en tout cas, voire un quatuor de tête. Et Bruce, en tout cas, qui se rapproche de Zal. On va vous montrer les matchs pour cette semaine qui vont s'afficher. On reprend nos bonnes vieilles habitudes dans ce Pronogate. Alors attendez, je vais me les mettre là. Quand ils sont devant moi, j'ai le démon. Lyon, Monaco, bien entendu, qui va se jouer ce week-end. On a un petit Leicester, Manchester United. Ça va être un très beau match. Je pense qu'il ne faudra pas le louper. Barcelone-Valence. Le Barça côté à 1,44 quand même. Juve Roma et Bayer Leverkusen. Bayern dont on a parlé tout à l'heure. Ah bon? Ok, Zach avec 15 points. Et t'as trouvé deux bons résultats? Espagne et France, littéralement. Ok, d'accord. L'Espagne a gagné, la France a gagné. On te remettra ton point alors. T'as mis l'Espagne contre l'Italie? Oui. C'est étonnant ça. Mais gros, sur WhatsApp, je l'ai, regarde. Ah ouais. Non, il a mis Espagne-France, C'est écrit. C'est écrit. Mais je crois que sur les trucs, il y avait écrit tout le monde Italie. Mais pourquoi il y a écrit 3-1 Italie en bas? T'as mis alors non, attends, 3-1 Italie. Ah, le douillet. Tentative de triche, moi. Le VAR, il a essayé de tout niquer. Moi. Oh la vie de ma mère, j'ai pas fait exprès, j'ai changé derrière. Oh l'escroc. Frauduleux. Oh, pris la main dans le sac, c'est incroyable. J'ai changé derrière. Ah bah oui, t'as changé. J'avais pas lu, j'ai lu que le premier où j'avais bon. Oh, ça merde. J'avoue que là, il y a VAR normalement. Là, il y a VAR là. Non, je m'excuse. Ah, Zach, là, c'est pas normal. Il y a Juano là-bas qui nous fait signe, il a dit il allait prendre note, il allait étudier ton cas. Le hors-jeu là hier d'Espagne, ça va pas se passer comme ça. En plus, il y avait écrit alors non. Mais moi, j'ai lu que le premier message. Oui, allez, douille. C'est vrai que derrière le score exact, j'ai mis Italie. C'est terrible. Ouais, non, mais désolé. C'est pas la première fois qu'il essaye d'en glisser. Ah, voilà. Non, c'est pas vrai. Et Zal sur le chat qui dit pas maintenant, pas toi. Je sais. J'avoue, il est déçu. Les gars, solennellement. Oh, le culot. Émile Zola a dit j'accuse. Moi, je dis je m'excuse. D'accord, très bien. Bon, allez, on pardonne. Alors, les pronos. On va regarder ceux de Zal pour commencer, pour les évacuer. Zal qui a mis Lyon pour Lyon-Monaco, nul pour Leicester-Manchester, Barcelone, la Juve et le Bayern. Bruce, qu'est-ce que t'as mis toi? Alors moi j'ai mis match nul pour Lyon parce qu'avec notamment Paqueta qui est pas là et tout, je sais pas.
S'il y avait Lyon au complet, j'aurais mis Lyon. Ils n'ont pas de Chouameni et Diop. Je dis ça. Ah ça, tu vois, je savais pas comme ça. Ouais, pourquoi Chouameni, il est forfait? Suspendu. Putain, ça je savais pas par contre. J'y serai au match, on espère gagner. Bon, peu importe, j'espère un bon vieux match nul en tout cas. Ensuite, Leicester United. Même si United, ça fait pas toujours rêver dans le jeu, Leicester ces derniers temps, ça va pas ultra bien. Du coup, je vois bien une victoire un peu à l'arrache à la United, pourquoi pas avec un but de Cricri, on connaît. Okay. Donc victoire peut-être à l'arrache de United. Barcelone-Valence. Alors là, j'ai mis le Barça parce qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'il puisse enchaîner, gagner des matchs. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Alors Juve-Roma, la Juve, ça va un petit peu mieux. Ils ont enchaîné 3 victoires. La Roma, ils ont laissé quelques points ces derniers temps après un très très bon début de saison. Ils ont regagné derrière. Ouais, je m'attends à un match très très compliqué, mais je pense que la Juve, ils sont sur une bonne spirale. Voilà, je les vois quand même faire le boulot. Et puis Bayern, parce que c'est le Bayern, même si les Leverkusen, voilà, on en a parlé tout à l'heure, mais le Bayern, pour moi, s'ils font le boulot, ils sont au-dessus de la mêlée. La suprématie à domicile. Ouais, je les vois faire le boulot, le Bayern. Ok, Kanto? Allez, je vais très vite parce qu'il faut aller vite. OL, Manchester United, Barcelone, nul, Bayern, j'ai fini. il est bon. Moi, j'ai fait le hipster, moi. T'as fait quoi, toi, Zach? J'ai fait le hipster. Voyons voir. Vas-y. Du coup, j'ai mis OL, parce que je peux pas mettre autre chose. J'ai mis nul entre United et Leicester, ça pue le nul. Ouais. J'ai mis Valence, parce que le Barça, je les trouve cata et j'ai envie de croire à l'upset. J'ai mis la Roma, parce que pour une fois, moi, vous me dites que je suis un anti-Mourinho, j'ai envie de voir l'horrible Allegri perdre. Pour rigoler, non, en vrai, je pense que la Roma peut avoir le caractère de faire un truc, même si la Juve va mieux sur ses 3 victoires. Et Leverkusen, parce que je suis un hipster. Voilà. Ok, très bien. Moi, je vous donne mes pronos. Donc, Monaco, je le sens bien pour Monaco sur ce coup-là. Je pense que voilà, les séries sont faites pour être arrêtées, entre guillemets. Donc voilà, je dis Monaco, United. Tu sais pas quoi dire. Il n'y a aucune série pour Lyon. Je savais pas quoi dire, c'est juste que je suis tellement plus là, c'est ça le problème. Il a dit série de victoires. Non, mais série pour Monaco où ça se passait un peu moins bien et du coup voilà, ça repart. Oui, non, c'est vrai. Il va rater son rendez-vous. Oubliez. United contre Leicester, le nul pour Barça-Valence, nul pour Juve-Roma et Bayern contre Leverkusen. J'ai pas tenté le Bayern-Leverkusen, mais je tente le Bayern. Les pronos de Zal, bien entendu. Avec. Ouais. Ah bon, on les a déjà vus, non? Ah oui, c'est bon, on les a déjà vus. Ouais, déjà vus. Récap combi, bien sûr. Et sur le chat, je vais vous donner vos pronos à vous. Vous avez choisi. Tiens. Est-ce que je les ai? Ils sont là. Lyon, United, Valence, Juventus et Bayern Munich. Voici le récap des combis. Qui a la plus grosse cote? Oh, j'étais à 0,02 d'avoir plus comme que Kanto. C'est moi qui ai la plus grosse. Ah ouais, Bruce, il est venu. Bruce, il est venu, il a posé un 5 tout sec. Ah ouais, Bruce, il a mis un 5-0-0. Ah ouais, franchement, s'il passe, je mérite 3 points juste pour le 5 pi. Il est dur à faire. Je suis prêt à te le donner, mais je te le donne pas. Vas-y. Non, je te le donne pas. Je suis dernier. Moi, je vois Lille qui va beaucoup mieux gagner à Clermont. J'ai trouvé la cote assez sympa. Et Everton-West Ham, Everton, j'aime pas trop ce que j'ai vu d'eux et West Ham sont en forme, donc j'ai trouvé le 2,80 intéressant. Ça se tient. PSG, LOSC, Lyon pour Zal et moi je vous propose Gladbach, le LOSC et le Rayo Vallecano. Me demandez pas pourquoi, j'ai vu une cote à 1,64 et ça m'arrangeait. Donc voilà, vous votez sur le chat. Le combi est lancé. Vallecano et le sondage, ouais, mais c'est pas le club AR9 ça? C'est pas Villarreal, non? Non, c'est Valladolid. C'est Valladolid. Ouais, c'était un V. Valladolid. C'est ça. C'est Bruce qui est choisi de toute façon pour ce combi. Voilà. Bon, et bien merci les amis. Merci pour cette émission, c'était top. Merci, passez une très bonne soirée. On se dit rendez-vous lundi prochain. Ciao. Salut à tous.